Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle webconférence sur le réseau Habitat d'Idealco. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour notre rendez-vous hebdomadaire des Jeudis de l'Habitat co-organisé avec l'ADCF et l'Espacité. J'accueille donc en premier lieu Madame Ledeuf, directrice générale d'Espacité, et Madame Delpech, conseillère Habitat à l'ADCF. Donc, dans le rendez-vous d'aujourd'hui, nous allons continuer d'explorer l'étude qu'elles ont menée sur les initiatives et innovations mises en place par les intercommunalités en matière d'habitat en 2020. Et après un retour général de leur part sur ces initiatives, nous continuerons avec deux retours d'expérience plus concrets et plus techniques, sur l'initiative d'Almas Agglomération et l'instance multipartenariat d'attribution que nous présentera Madame Maude Gallet, responsable service habitat à la communauté d'agglomération d'Almas. Ensuite, ce sera Madame Hélène Castillo, chargée de mission habitat, qui nous parlera de la location active mise en place au Pays Voironnais. Donc, juste avant de laisser la parole aux intervenantes, je vous rappelle, chers participants, que vous pouvez tout à fait interagir avec les intervenantes en posant vos questions, en échangeant sur vos expériences sur vos territoires, en laissant des commentaires dans l'espace questions-réponses juste en bas. Donc, c'est Q&R sur votre barre Zoom en bas. Et je me chargerai donc de transmettre votre question ou vos échanges aux intervenantes au fur et à mesure. Donc, n'oubliez pas que le but du direct, c'est que vous puissiez justement interagir avec elles. Donc, n'hésitez surtout pas à profiter du fait qu'elle soit là en direct pour échanger avec elle. Et sans plus attendre, donc je laisse la parole aux intervenantes et je vous souhaite une bonne conférence à toutes et à tous. Merci beaucoup. Ravie de vous retrouver tous sur ces jeudis de l'habitat. Alors, ils ne sont pas hebdomadaires parce que ce serait très compliqué pour nous, mais c'est à fréquence régulière et c'est un moment un peu particulier, piloté par la DCF et Espacité avec le soutien logistique d'Idéal Connaissance pour évoquer avec intercommunalités et les responsables habitat des intercommunalités, les questions de préoccupation du moment ou des questions de fond sur ces sujets des politiques de l'habitat. La séance d'aujourd'hui est le reflet d'une séance qui a déjà eu lieu en décembre dernier et elle est un peu originale car elle a vocation à présenter un extrait en quelque sorte d'une étude qui a été co-réalisée avec la DCF et Espacité sur ce sujet des initiatives des intercommunalités en matière d'habitat et de logement. Alors, quelle est l'origine en fait de cette étude? Et puis on vous dira ensuite où vous pouvez la trouver puisqu'elle est éditée depuis le 1er janvier. À l'origine, c'est quand même le constat que nous faisons, nous, à la DCF et que vous faites, vous tous, dans vos territoires, d'un paradoxe qui est quand même de plus en plus marquant entre une volonté très centralisatrice de l'État avec des injonctions très fortes dans la mise en œuvre des politiques de l'habitat, une approche très descendante de ces politiques et parallèlement des responsabilités accrues qui sont confiées aux intercommunalités qui s'engagent de plus en plus dans la mise en œuvre de ces politiques et qui sont confrontées dans leur territoire, bien évidemment, à des situations qui sont toutes très différentes puisque on sait que la diversité territoriale en matière d'habitat est forte selon qu'on est une zone tendue, pas tendue, urbaine, rurale, littorale, de montagne, etc., avec un parc ancien, beaucoup de bailleurs, pas beaucoup de bailleurs. Donc, un paradoxe très, très fort entre cette volonté très centralisatrice, qui est quand même une caractéristique forte des politiques du logement en France, et un engagement important des EPCI et un développement de plus en plus marqué d'initiatives locales pour adapter justement ce cadre réglementaire classique, jugé insuffisant, mal adapté en quelque sorte, et pour l'adapter à des réalités plus locales. Et c'est le constat de ce foisonnement en quelque sorte d'initiatives qui nous a poussé, Anne-Catherine Ledeuf et moi-même, à essayer de faire remonter un peu toutes ces initiatives pour en mettre, alors on en a trouvé beaucoup, pour en mettre en lumière certaines qui nous ont, alors toutes étaient intéressantes évidemment, ça a été difficile de choisir, mais pour mettre en lumière celles qui nous semblaient les plus adaptées, les plus en phase en quelque sorte avec les préoccupations du moment, l'accès au logement, la question du financement du logement, la question de l'économie
des ressources foncières, du financement, la question de l'approche partenariale. Donc, on a sélectionné, alors on en a identifié énormément d'initiatives. On a commencé ce travail de repérage au cours du premier semestre 2020. Et puis, progressivement, on a sélectionné un certain nombre d'initiatives et là, on est entré dans une analyse plus approfondie des réalisations des intercommunalités sur le terrain, en quelque sorte. Donc, vous allez assister aujourd'hui à la présentation de deux de ces initiatives qui sont plus en lien avec une préoccupation très actuelle sur la question des attributions. Le, 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 le produit final, en quelque sorte, hein, se compose de deux recueils, deux études, un élément de synthèse qui reprend un peu les principaux enseignements sur cette approche qu'ont les intercommunalités à parvenir et comment elles font, quels sont les leviers sur lesquels elles s'appuient, quels sont les freins qu'elles rencontrent, qu'est-ce qu'on peut en tirer finalement pour la suite dans le cadre de l'ensemble de l'examen de ce que nous avons pu observer avec Anne-Catherine au cours de cette pérégrination en quelque sorte, hein, sur toutes ces initiatives très intéressantes locales, la question de l'ingénierie financière, la question du cloisonnement, la question du rapport avec l'État, du dialogue avec l'État, la question des partenariats, je le citais tout à l'heure. Donc ça, c'est ce volet que va vous présenter en synthèse Anne-Catherine. Et puis ensuite, nous avons donc un recueil d'expériences, 9 expériences, 2 ont déjà été présentées en décembre. Là, on est sur donc 2 expériences nouvelles qui sont présentées aujourd'hui. Vous voyez que ces 9 projets vous sont présentés dans la diapo qui suit, hein. On a toute taille de collectivité, on a essayé de diversifier un peu entre des métropoles. Je pense en particulier à Rennes avec le loyer unique, je pense au Grand Lyon avec l'approche en coût global sur le logement social, je pense à la métropole de Lille avec le carnet de santé logement, tout ça sont des approches très originales, mais aussi des territoires qui ne sont pas forcément des grands territoires urbains, la location active dont on va parler, Prime Access à Lorient autour de l'accession sociale, l'agglomération de Clermont-Ferrand autour du logement solidaire et du GIP monté dans un contexte partenarial. Donc une diversité à la fois d'initiatives liées à des préoccupations actuelles et une diversité de territoires qui montre que finalement cette question de l'innovation, elle est liée à la fois à la capacité que peuvent avoir les intercommunalités à s'auto-mobiliser pour aller plus loin que ce cadre réglementaire parfois très rigide et souvent aussi hein, au soutien politique qui en est fait. Donc je vais passer tout de suite la parole à Anne-Catherine qui va vous présenter ces enseignements généraux, puis ensuite on regardera plus en détail deux illustrations. Bonjour à tous. Donc effectivement, quels sont globalement un peu les enseignements de ce recueil? Effectivement, les 9 initiatives, mais aussi plus globalement l'ensemble du repérage qu'on avait pu réaliser dans un premier temps avec Claire, avec évidemment l'esprit selon lequel on est allé aussi chercher des initiatives par rapport à l'écho qu'elles pouvaient faire, par rapport aux préoccupations du moment, si je puis dire, ou à des difficultés rencontrées, ou des enjeux similaires rencontrés par d'autres collectivités. Et donc, cette idée, en quelque sorte, que ces initiatives puissent, si ce n'est être dupliquées ailleurs, parce qu'il ne s'agit évidemment pas de ça, mais d'inspirer d'autres collectivités locales et d'autres intercommunalités dans la résolution de problèmes un peu similaires qu'elles pouvaient rencontrer sur leur territoire ou préoccupations politiques qui étaient à l'heure. Alors, si on prend donc ce recul, qu'est-ce que ces démarches nous enseignent de ces préoccupations du moment? C'est donc ce que montre ce schéma et qui permet de les rassembler autour de 5 grands axes.
qui s'inscrivent dans une temporalité plus ou moins longue avec un certain nombre d'inflexions qu'on a pu voir émerger sur cette année, puisqu'il s'agit évidemment d'initiatives qu'on a recueillies sur l'année 2020. Alors, première famille de préoccupations, il y a d'abord la volonté assez manifeste de décloisonner les pratiques et les logiques d'acteurs. Autrement dit, globalement, le fonctionnement en silo qui caractérise assez fortement les politiques du logement et la volonté effectivement de dépasser cette approche segmentée d'une politique du logement effectivement qui fonctionne par préoccupation, par famille de préoccupations, mais aussi qui est liée à un éclatement de compétences, on le sait, au regard de ce qu'est aujourd'hui le rapport entre l'État et les territoires dans l'exercice de cette politique de l'habitat. Et donc cette préoccupation de rassembler, si je puis dire, de décloisonner, elle émerge évidemment en particulier dans la démarche de fonds à impact social du Grand Lyon, dont on a parlé lors de la précédente webconférence, mais aussi, on le verra tout à l'heure, la plateforme mutualisée, on l'a vu la semaine dernière, la plateforme mutualisée de Clermont et effectivement cette démarche d'instance multipartenariale d'Annemasse Communauté dont nous parlera Maud Gallet. Et puis, dans cette veine du décloisonnement, on peut observer aussi une inflexion dans la volonté qu'expriment certaines collectivités locales d'associer plus fortement le citoyen à ces politiques publiques, alors qui est évidemment manifeste dans l'expérience de l'approche en design des politiques publiques du PLH de la métropole européenne de Lille, qui a fait l'objet d'un petit encart dans notre recueil, mais aussi en quelque sorte la démarche de location active du Pays de Voiron dont on parlera tout à l'heure, ou encore la démarche de Bimbi du Creusot-Monceau dans lequel on reconnaît ce rôle transformateur finalement du citoyen au quotidien dans la manière dont il fait évoluer son logement et qui, dans le cadre du Bimbi, a vocation à être accompagné. Deuxième constat un peu général, c'est de la réflexion autour de ce qu'on peut appeler l'ingénierie financière du logement et de ses politiques de l'habitat. Et d'ailleurs, dans la continuité de cette réflexion de décloisonnement et de rassembler davantage avec un souci de plus grande efficacité l'action des différents acteurs engagés sur la question du logement. Et donc, on voit dans les initiatives qu'on a retenues un certain nombre d'entre elles qui cherchent à imaginer des nouvelles solutions de financement de ces politiques et qui, encore une fois, font écho à cette volonté de décloisonner. À ce titre, on peut évoquer encore le fonds à impact social du Grand Lyon ou la plateforme de Clermont dont on avait parlé la dernière fois et qui sont aussi alignés avec une préoccupation importante et qui risque de l'être de plus en plus d'optimisation des ressources et des fonds publics. En prolongement de cette question d'ordre plus économique, on voit aussi la volonté d'aller plus loin et plus en finesse, je dirais, sur la question du logement abordable, alors qui n'est pas nouveau, qui est évidemment très présent quand on s'intéresse au logement social, mais qui là, en tout cas dans les initiatives qu'on a retenues in fine, va s'intéresser de plus près et avec une recherche de résultats, si je puis dire, dans l'accompagnement et la prise en charge des ménages les plus éloignés du logement. C'est le sens du loyer unique à Rennes, c'est le sens aussi des initiatives qui relèvent de cet AMI Logement d'abord dont on a parlé lors de la précédente séance, mais c'est aussi l'esprit de l'approche en coût global du logement social qui est porté par Pleine Commune et qu'on développe aussi dans ces fiches. Tout ça, en quelque sorte, fait aussi le lien, je pense, avec la volonté donc d'avoir une approche plus fine et plus qualitative des besoins en logement et qui vient aussi là mettre en évidence peut-être l'effet de la montée en puissance progressive de ces intercommunalités avec souvent des générations de PLH qui viennent examiner les résultats du précédent et puis progressivement aller dans cette recherche de plus en plus d'obtention de résultats concrets sur leur territoire. Et à ce titre, évidemment, c'est ce qui explique aussi cette approche plus fine et plus précise du logement abordable, mais c'est aussi peut-être lié à cette montée en puissance qu'on connaît tous de la question écologique qui oblige, en quelque sorte, les intercommunalités à dépasser cette approche qui, au départ, était plus quantitative des besoins en logement et qui, effectivement, monte en puissance là aussi dans ce qu'on a pu voir émerger ou reconnaître plus fortement dans l'aspiration résidentielle des citoyens avec les premiers confinements qu'on a pu connaître en 2020 et qui, évidemment, vont aussi alimenter ces politiques de l'habitat avec la prise en considération peut-être plus marquée de ces aspirations.
Et puis enfin, et j'en terminerai là sur ces thématiques un peu transversales, on voit se confirmer une ouverture plus forte des politiques publiques à ce qu'on peut appeler le secteur privé du logement, avec cette double approche, hein, évidemment une approche de soutien, d'accompagnement, mais aussi une approche plus assumée en termes de régulation de ce secteur privé. Et c'est ce que nous enseignent sans doute les deux expériences de carnet de santé du logement de la métropole de Lille ou cette recherche aussi de captation du parc privé à Clermont. Alors, qu'est-ce qui caractérise finalement ces territoires innovants en quelque sorte, même s'il faut faire attention à cette notion d'innovation. Avec Claire, on préfère parler d'initiative et de capacité à porter et à mener à bien ces initiatives. Mais globalement, donc, si on prend à nouveau un peu de recul par rapport à ces 9 initiatives et puis à toutes les autres qu'on n'a pas consignées dans ce cahier, et qu'est-ce qui favorise finalement cette prise d'initiative au niveau local et non seulement cette prise d'initiative, mais la capacité de les transformer en actions concrètes et en résultats. Alors, il y a des choses qui sont assez, si je puis dire, traditionnelles hein, dans l'émergence d'innovation, et puis il y a des choses qui sont plus spécifiques par rapport à l'exercice qu'on a mené. Dans ce qui est plus spécifique, et ce qui est un des enseignements quand même assez importants de cette étude, c'est finalement ce qu'on a appelé le positionnement hybride de l'intercommunalité, qui est certes souvent à l'initiative, qui voit émerger des besoins nouveaux sur son territoire ou des résultats jugés insuffisants par rapport aux politiques qu'elle mène et qui se dit qu'il faut aller plus loin, expérimenter des nouvelles choses, et donc qui est pleinement à l'initiative première de ces travaux. Mais parfois, et assez souvent finalement, on voit que cette intercommunalité, elle a aussi, si je puis dire, un certain talent à écouter, recueillir, prendre la mesure, accompagner et porter des initiatives portées par des tiers, et qui sont des tiers souvent du secteur HLM, mais pas que, et qui montrent l'importance d'un écosystème local dans lequel il y a cette capacité à imaginer des solutions nouvelles, mais aussi un socle de confiance réciproque, de connaissances mutuelles, d'expérience du travail en commun qui fait que ce terreau fertile, en quelque sorte, finit par être pris à bras-le-corps de l'intercommunalité et qui peut en transformer l'intention. Et dans ce positionnement hybride, on voit évidemment l'importance des acteurs tiers de l'intercommunalité, mais aussi cette légitimité très forte qui est accordée par les partenaires de l'intercommunalité pour considérer que c'est le bon niveau et le bon échelon pour mener à bien ces préoccupations. Et je pense qu'effectivement, les deux expériences qu'on verra aujourd'hui le démontrent, hein, puisqu'il y a eu une interaction très forte au démarrage de ces initiatives entre les organismes de logement social et l'intercommunalité, avec une conjonction d'intérêts et cette force de frappe, cet effet de transformation de l'intercommunalité. Dans les choses peut-être un peu plus évidentes, il y a évidemment pour mener à bien ces initiatives l'importance d'une stabilité des équipes opérationnelles qui permettent d'aller dans cette logique de progrès continu, de réflexion au long cours, avec cette volonté, comme je disais tout à l'heure, progressivement d'affiner l'action publique et d'aller vers de plus en plus d'efficience de cette action publique et des résultats concrets qui, évidemment, obligent à imaginer en permanence des solutions nouvelles. Évidemment, la capacité d'ingénierie est forte. Évidemment, même si on a été très attentive, et ce qui explique aussi le choix de ces 9 initiatives avec Claire, à ne pas retenir que des métropoles, que des intercommunalités très outillées, on voit bien que cette capacité d'ingénierie est effectivement un facteur important pour mener à bien ces réflexions et ces actions. Autre chose qui nous paraissait importante dans peut-être l'organisation de ces intercommunalités, c'est la question du management, la capacité d'écoute, d'impulsion, des initiatives qui peuvent être portées au sein de ces organisations et au sein de ces directions de l'habitat qui sont des foisonnements aussi de réflexion qui peuvent être portés par les équipes et par une partie de ces équipes managées par ces directeurs de services. Évidemment, j'en ai parlé, hein, cette question du dialogue local est évidente et extrêmement forte puisqu'on voit bien que cette prise d'initiative des intercommunalités n'est pas toujours que le fait de leurs propres préoccupations initiales, c'est parfois celle de tiers. Et évidemment, cette capacité à négocier, à faire des concessions, c'est un projet qui est partagé, c'est une compétence qui est partagée et c'est évidemment une mise en œuvre qui ressort, qui relève évidemment de beaucoup d'acteurs et une collectivité qui est souvent aussi un cadre stratégique, une impulsion, un chef de file, mais qui n'a pas toujours en direct ce levier de la mise en œuvre. Dernier point, je voudrais terminer en soulignant la relative fragilité de ces démarches, hein, et en faisant écho à ce que disait Claire tout à l'heure sur
la situation dans laquelle on est aujourd'hui, avec justement ces réflexions autour de la différenciation territoriale, la loi 4D, une éventualité ou pas, d'ailleurs plutôt mis entre parenthèses, d'une poursuite de la décentralisation. Évidemment, tout ceci est fragilisé par la réalité des latitudes locales dont disposent ces intercommunalités pour aller au bout de l'exercice, avec effectivement une politique du logement qui reste quand même globalement centralisée en France et des capacités réglementaires de la part des intercommunalités qui restent contraintes et qui, effectivement, dans un certain nombre de cas, peuvent poser un certain nombre d'interrogations sur la capacité à aller au bout de ces réflexions. Et puis, dernier point de vigilance, évidemment, il ne s'agit pas, dans notre exercice, de donner à voir des expériences prêtes à penser ou prêtes à être utilisées ailleurs. C'est un exercice qui a été mené à la fois pour bien comprendre ce qui se passait au niveau local, où on en est de cette prise d'initiative des intercommunalités, et puis inspirer, donner à voir ce qu'il est possible de faire, quelles sont les contraintes, quels sont les leviers, et évidemment donner à voir dans ces expérimentations ce qui pourrait inspirer d'autres, sans pour autant les prendre telles quelles et les dupliquer. Voilà sur les principaux enseignements. Et effectivement, l'étude est aujourd'hui publique, donc on pourra la relayer auprès d'Idealco et on va la publier sur les différents réseaux sociaux, etc. avec Claire. Je pense que c'est au tour de Madame Gallet, c'est ça? C'est ça. Vous voulez faire un partage d'écran, Madame Gallet, comme ça j'arrive sur Madame Ledoux? Merci. Je vous en prie. Très bien. Parfait, merci Madame. Allez-y. J'en ai profité pour perdre ma présentation, que je vais retrouver tout de suite. Voilà. Alors, j'ai un petit problème d'ouverture de ma présentation qui ne veut pas s'ouvrir. Si vous avez un souci, je peux faire le partage. Je crois que vous l'avez, oui. Ouais. Bien, parce qu'elle ne veut pas s'ouvrir. Je vais... C'est bon, elle arrive. C'était juste un petit peu long. Est-ce que vous voyez? Ça démarre. Ouais, c'est bon. Super. Mettez-le juste en mode lecture. Ouais. Merci. Alors, je vous remercie. Donc, je vais vous présenter effectivement l'initiative, notre initiative qu'on travaille depuis plusieurs années maintenant, qui s'appelle le projet d'instance multipartenariale d'attribution. Donc, vous verrez, j'ai peut-être l'habitude de raccourcir ces 3 mots qui sont assez longs pour parler d'IMA. Donc, c'est l'acronyme d'instance multipartenariale d'attribution. Donc, vous m'excuserez par avance si je le fais régulièrement, parce que comme on utilise beaucoup ce mot dans le service, on l'a raccourci pour que ce soit plus aisé. Donc, je vais commencer par vous décrire un peu la situation de notre territoire pour ceux qui sont loin de nous. Donc, nous sommes une communauté d'agglomération de 12 communes, donc assez petite, même si c'est plus de 90 000 habitants. Nous sommes situés en Haute-Savoie et nous sommes frontaliers avec la Suisse et le canton de Genève. Cette situation frontalière, en fait, avec donc la proximité d'un marché du travail suisse, fait que nous avons énormément de personnes qui travaillent en Suisse et qui habitent chez nous, donc des frontaliers. Et ça en fait un des territoires les plus inégalitaires de France sur le rapport interdécile qui est travaillé par l'INSEE. Parce qu'effectivement, donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc un travailleur qui va sur Suisse gagne à peu près 3 fois le salaire pour le même métier exercé côté français. On a du coup un territoire qui est très attractif du fait de cette proximité du marché du travail genevois. Et en termes de zonage pour nos politiques de l'habitat, nous sommes classés en zone tendue, donc en zone A pour tous les dispositifs du privé et en zone 2 pour le logement social. Donc, notre parc locatif social
c'est près de 8000 logements aujourd'hui. Il est en forte tension puisqu'on a moins de 1% de vacances et c'est souvent de la vacance fonctionnelle entre 2 relocations. On a moins de 650 attributions par an. Il y a 12 bailleurs présents et ça continue d'augmenter puisque tous les opérateurs, effectivement, cherchent à profiter de ce marché plutôt attractif. Alors là, il y a une petite coquille, j'ai oublié, on a près de 7000 demandeurs en attente, avec environ 60% de ménages qui sont éligibles au PLAI dans ces ménages qui attendent un logement social. Et nous avons un quartier en rue, donc de deuxième génération d'ANRU. On a eu un premier ANRU, puis un nouveau quartier de politique de rénovation urbaine et 2 quartiers en politique de la ville. Voilà pour le contexte. La genèse du projet de travailler les attributions donc, par une instance multipartenariale, elle est un peu multiple. Je l'ai remis pour montrer qu'effectivement, le processus, il a été long. Donc, c'est une idée qui est partie d'un de nos bailleurs. Hein, comme Madame Ledeuf le disait, on est aussi à l'écoute des interrogations de nos partenaires. Et donc, c'est notre OPH local qui nous a soumis en premier cette idée. Mais c'était il y a un petit moment, je crois que c'était en 2017. Mais nous avions de notre côté des travaux qui étaient en cours sur la question des attributions et il était difficile de tout mener de front. Et politiquement, chez nous, ce n'était pas forcément mûr pour aller tout de suite vers cette instance multipartenariale. Il y avait des étapes à passer, en fait, dans le projet. Et ces étapes, elles ont été diverses. Premièrement, donc, il y a tous les travaux du plan partenarial de gestion de la demande en logement social et d'information du demandeur qui ont permis une acculturation des élus à ces thématiques des attributions. Et chose quand même nouvelle, même si elle n'était pas tout à fait nouvelle chez nous, mais on avait du mal à impulser ces débats, c'est de le partager au niveau de l'intercommunalité. Tous les maires, tous les adjoints au logement dans leur commune sont confrontés à la question des attributions aux demandeurs. Et le fait de prendre du recul et d'évoquer ces questions en intercommunalité était nouveau. On avait également de notre côté un schéma de mutualisation des services avec une volonté forte de notre président et de mon vice-président de l'époque d'aller vers un service commun d'accueil des demandeurs en logements sociaux, puisqu'en fait, on a un parc de logement social qui est polarisé sur 3 communes qui représentent plus de 80% du parc social de l'agglomération. Et en fait, ces communes-là assuraient l'accueil des demandeurs pour l'ensemble de l'intercommunalité. Donc, c'était une volonté d'aller vers un service commun. Donc, ces réflexions, elles ont abouti donc, à la création de ce qu'on appelle une maison de l'habitat, où pour le moment, elle est consacrée donc, à 90%, puisqu'on a un fort afflux de personnes, à la gestion donc, des demandes en logement social, l'enregistrement des demandes, et au rapprochement offre-demande pour les libérations qui relèvent du contingent communal. Voilà, donc on a aujourd'hui, on assure environ 20% du rapprochement offre-demande des libérations de logement social sur le territoire via le service mutualisé. À cela s'ajoutent du coup deux thématiques dans l'air du temps, avec le passage à la gestion en flux donc, qui va s'imposer dans l'année pour les bailleurs et qui nous questionne énormément dans la façon dont elle est imaginée dans sa mise en œuvre locale. Où en fait on voit que dans les décrets, les intercommunalités qui travaillent depuis 3-4 ans à la politique des attributions sont complètement absentes des discussions sur le passage à la gestion en flux. Et puis, on a également la difficulté de mettre en œuvre tous les objectifs qu'on a dû intégrer dans notre CIA, dans notre convention intercommunale d'attribution, avec les 25% d'attribution aux ménages premier quartile, les attributions aux ménages prioritaires. En secteur tendu, on a énormément de difficultés à tenir ces objectifs, d'une part parce que les loyers des logements sociaux sont assez élevés, et d'autre part parce que les logements qui tournent sont plutôt les logements à loyer les plus chers. Voilà, donc on a une grande difficulté à tenir ces objectifs. Et donc face à toutes ces contraintes, il est apparu qu'il allait être compliqué de continuer à travailler sur ces questions, chacun de son côté. Chaque bailleur de son côté, on en a 12, chaque réservataire de son côté, on est 12 communes plus les autres réservataires.
et que ça commençait à devenir un petit peu compliqué. Donc, le projet d'instance multipartenariat, il est vraiment issu d'une volonté commune, en fait, d'avoir une réponse qui est concertée face à tous ces enjeux d'attribution, de politique de peuplement, d'équilibre de peuplement dans le logement social, et aussi d'une recherche d'efficacité et de fluidité. On le verra par la suite. Alors, l'idée et les principes de l'instance multipartenariale d'attribution, c'est d'avoir une instance en fait locale qui regrouperait l'ensemble des réservataires et qui viserait à examiner en fait tous les logements qui se libèrent sur l'agglomération d'Annemasse, tous les logements sociaux. L'objectif, c'est de profiter du passage à la gestion en flux pour aller plus loin en fait dans le fait de prendre en compte les besoins des ménages qui accèdent au parc social et les caractéristiques de notre parc social, et effacer un peu cette logique de réservataire qui, pour nous, n'est pas synonyme d'efficacité vu le nombre de personnes que l'on a à loger et la file d'attente qui s'exerce. On a de plus donc le travail sur la cotation à faire, elle doit être commune à l'échelle de l'intercommunalité. Donc, pour nous, c'est le moment, ce serait une marche supplémentaire, cette instance multipartenariale d'attribution. Les objectifs, c'est d'améliorer effectivement la fluidité des attributions pour mettre avant tout en fait en avant lors d'une libération l'adéquation entre le meilleur candidat en fait pour le logement qui se libère, plutôt que des logiques de réservataires en premier. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas répondre aux priorités de chacun des réservataires, on le verra, mais on va d'abord chercher à penser à l'adéquation logement-candidat. L'objectif également, c'est d'engager les acteurs dans une logique locale et puis assurer une gestion recentrée. Donc, on a des cales de bailleurs sur lesquels nos communes participent, mais on a des bailleurs de tous horizons. On a des bailleurs locaux, on n'a aucune cale sur notre territoire. Les cales sont soit départementales, soit régionales à Lyon, soit même nationales. Donc, même si maintenant, ça se fait très bien à distance, on a quand même des lieux de décision qui sont très éclatés. On a un objectif ancien d'assurer une politique de peuplement équilibrée. Je l'ai dit, on a nos 3/4 du parc qui sont dans 3 communes, dont 2 avec des QPV et un ANRU, et donc qui ont tendance à concentrer l'attribution des ménages les plus en difficulté. Donc, c'est une question qui est très importante chez nous à traiter. Et enfin, l'idée également, c'est d'améliorer la gestion de la file d'attente, donc par plusieurs moyens. Ce qu'on espère, c'est que le travail en instance multipartenariale d'attribution puisse nous permettre de positionner plus rapidement des candidats pour tous les réservataires, c'est-à-dire qu'un candidat écarté en calme et qui était positionné en 2e position, eh bien on puisse le repositionner plus rapidement sur le même type de logement qui se libère, sans attendre que ce logement corresponde effectivement au réservataire auquel on l'a affecté. Et donc, du coup, ça permettrait de flécher plus rapidement les candidats sur les logements qui leur correspondent, avec du coup un plus grand nombre de possibilités pour les ménages, mais à la fois pour les réservataires. Je pense au conseil départemental ou même à certaines communes qui ont un petit parc. S'ils ont un ménage qui nécessite un T4, mais que dans leur contingent, on n'a jamais de T4 qui leur est affecté, et on a très peu de chances de loger ce ménage-là. Alors qu'avec la mise en commun des délibérations de logement, on aurait plus de chances de répondre à ce ménage-là dans de meilleures conditions et plus rapidement. Il est imaginé que les membres soient l'ensemble des réservataires conviés. Je vous montrerai un peu la façon dont on imagine structurer cette instance. Et bien sûr, les communes seraient conviées lors de l'examen des logements situés sur leur territoire, comme c'est le cas aujourd'hui dans les cales des bailleurs. J'en profite pour dire, parce que j'ai oublié de le dire au début, qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des éléments qui sont stabilisés. On est encore sur des éléments de réflexion. On travaille avec nos 3 bailleurs locaux pour que ce soit plus efficace, parce qu'il y a beaucoup de questions à traiter dans la mise en œuvre et le côté pratique de cette instance multipartenariale d'attribution. Et puis, on essaye à la fois de réunir des groupes de travail plus élargis avec l'ensemble des réservataires ou de faire des allers-retours avec chacun des autres réservataires pour s'assurer qu'ils peuvent trouver leur compte dans ce fonctionnement.
Donc, les principes de fonctionnement, on est dans un secteur tendu, donc les préavis des personnes, des locataires, est de 1 mois. Donc, c'est très court, on a 1 mois pour trouver un nouveau locataire lorsqu'un logement se libère. Donc, il faut qu'on puisse assurer une fréquence suffisante de l'instance pour que le bailleur n'ait pas de vacances dans le parc entre 2 relocations. Le principe, c'est d'avoir une instance donc, qui examine tous les candidats sur les logements qui se libèrent. Et on espère par ce biais pouvoir suivre la mise en œuvre des politiques d'attribution, donc nos objectifs de mutation, les objectifs de peuplement via les QPV, les objectifs de logement du premier quartile. Voilà, ça nous permettrait d'avoir une recentralisation des libérations et donc d'avoir un meilleur aperçu de l'avancée des mises en œuvre de nos politiques d'attribution. Un petit schéma rapide, avec ou sans IMA, qu'est-ce que ça change pour nous? Donc, je vais commencer sans IMA. Donc, là, on se projette à un horizon avec une gestion en flux. Donc, avec une gestion en flux sans instance multipartenariale d'attribution, on a la libération d'un logement. On a du coup le fléchage par le bailleur vers un réservataire, avec une chose qui préoccupe beaucoup nos élus, c'est qu'effectivement, quand on dit un bailleur, donc on a des bailleurs avec qui on travaille quotidiennement, on a des bailleurs avec qui nos relations de travail sont beaucoup plus relâchées parce qu'ils sont loin. On a même des ventes de patrimoine ou des regroupements de bailleurs qui fait qu'il y a certains chargés d'attribution dans des organismes qui ne savent pas où est Annemasse Agglo, qui ne connaissent pas notre parc. On a déjà eu des conversations comme ça, de ce type. Donc, c'est quelque chose qui nous préoccupe énormément. Donc, le bailleur flèche donc, le logement qui se libère vers un réservataire selon une grille qui lui est propre et les conventions de gestion en flux qu'il aura négociées avec les différents réservataires. Le réservataire, comme aujourd'hui, choisit 3 candidats qu'il envoie donc au bailleur pour passage en cale. Demain, avec l'IMA, l'idée, c'est que lors de la libération d'un logement, ce logement-là soit envoyé donc, au secrétariat de l'IMA, qui recherche et qui fasse le rapprochement offre-demande pour… l'idée, c'est d'aboutir à l'ensemble des logements. On verra que ce n'est pas simple, mais qui recherche des candidats avec l'objectif en fait, d'aboutir à 5 candidats, en fait, et qui montrait les dossiers des candidats pour qu'on sache lors de l'examen en commission d'IMA, donc ça c'est la petite étape du bas, que ces candidats iront jusqu'au bout, iront jusqu'en cale et sont bien adaptés avec leurs ressources actuelles aux logements sur lesquels on veut les proposer. Donc, on présente les 5 candidats en commission d'IMA où l'ensemble des réservataires sont représentés et la commission d'IMA choisit les 3 candidats pour passage en cale des bailleurs. Et ensuite, on peut effectivement, suite au retour des cales, tout de suite réinjecter en fait, les candidats non retenus. On a monté leur dossier, on les connaît, on a leur contact et on peut du coup moins les perdre et du coup tout de suite leur reproposer dès lors qu'un logement correspond à leur situation, un logement à la commission de l'IMA. Voilà un peu le principe de fonctionnement. Alors, sur le principe de gouvernance, donc on imagine en fait l'IMA en 2 instances, un secrétariat et une commission de l'IMA. Donc, pour aller plus dans le détail, le secrétariat il assurait donc le secrétariat de la commission, ainsi que tout le suivi de statistiques et les bilans de l'IMA qui nous permettent de mesurer les avancées dans nos objectifs et de mettre en place donc, des actions partenariales qui ont de l'importance aujourd'hui et sur lesquelles on aimerait bien avancer, notamment la location active, mais l'amélioration des mutations, toute la question des cas bloqués, voilà, qui s'assurait donc tout ce qui est de compétences de l'agglomération, avancer sur ces sujets-là. Pour le compte des bailleurs, donc, il s'agirait donc de préparer les dossiers des candidats qui ont été sélectionnés sur un logement en vue de leur examen en commission de l'IMA. Et pour le compte des réservataires, assurer le rapprochement offre-demande dans le but de présenter 5 candidats à la commission de l'IMA.
étant bien entendu que pour le compte des réservataires, effectivement, il faut que l'on s'assure que les priorités des réservataires, les priorités des différents réservataires soient bien connues du secrétariat de l'IMA et qu'elles puissent être contractualisées afin que l'on respecte donc leurs priorités. Je le précise peut-être parce que c'est peut-être pas dans tous les territoires la même chose. On a un précédent en Haute-Savoie puisque le contingent préfectoral est délégué au bailleur. Donc, par convention, le préfet a fixé ses priorités, qui sont connues de tous maintenant, mais c'est assez ancien, a fixé ses priorités par convention aux bailleurs qui exercent, qui font le rapprochement offre-demande pour le compte de l'État et qui, du coup, rendent compte au préfet une fois par an des objectifs sur son contingent. Alors, l'idée de structuration juridique en fait, du secrétariat, c'est aujourd'hui l'idée de former un GIP, un groupement d'intérêt public, pour mettre en commun les ressources en fait, entre Annemasse Agglo et les bailleurs, puisqu'on voit qu'il y a des missions qui sont exercées aujourd'hui dans différents organismes. Donc, ce secrétariat de l'IMA convoquerait une commission de l'IMA. Donc là, on est sur une instance partenariale, une réunion, donc qui viserait à examiner les candidats proposés par le secrétariat de l'IMA pour l'ensemble des logements libérés sur Annemasse Agglo, qui pourrait travailler un ordonnancement pour ces candidats en vue de les proposer en Caléole. Donc là, on est en train de voir que ça bloque un petit peu, qu'on ne peut pas ordonnancer pour envoi à la CAL, mais on est en train de travailler dessus. Avec un objectif donc, de fluidifier la mise en œuvre de la gestion en flux et d'appliquer la politique d'attribution de la CIL et de remplir les rôles des instances réglementaires qu'on nous a demandé dans le cadre de la CIA, commission de cas bloqués, commission de coordination, etc. L'idée, c'est que ça prenne la forme d'une instance partenariale qui regroupe l'ensemble des réservataires, qui associe effectivement les communes qui siègent lorsque c'est un parc qui est sur leur territoire et qui serait régi par un règlement intérieur de fonctionnement. Alors aujourd'hui, sur les parties prenantes en fait, de ce projet, donc c'est en construction. Le scénario qui est aujourd'hui le plus probable, c'est que dans le GIP, vous voyez, c'est le contour rouge. Donc le GIP serait un GIP avec des membres fondateurs, donc Annemasse Agglo et les bailleurs principaux qui apporteraient des ressources pour assurer les missions du secrétariat de l'IMA. Donc aujourd'hui, ils sont 3 à discuter avec nous, donc les 3 locaux qui représentent 80% du parc et autant des attributions, donc ça reste quand même assez important pour nous. Avec des membres adhérents, on imagine des membres adhérents, donc notamment d'autres organismes qui ont un plus petit parc et qui n'ont pas en fait une masse critique suffisante en termes d'attribution pour mutualiser les moyens qu'ils mettent sur notre territoire au sein du secrétariat de l'IMA, mais qui participeraient en fait à ce GIP, peut-être financièrement, ou voilà, c'est à travailler. Et donc, en dehors de ce GIP, une commission de l'IMA qui serait réunie, donc on a vu régulièrement, avec l'ensemble des réservataires pour statuer sur les présentations de candidats à présenter en CAL. Alors là, je ne vois pas totalement mon diaporama, mais si on décrit un peu les étapes, je ne vais pas aller dans le détail, hein, mais vous les avez. Donc, on essaye de décrire en fait l'ensemble des étapes et de voir comment elles peuvent fonctionner. Est-ce que ça répond à nos objectifs? Est-ce que c'est faisable? Comment on peut fonctionner pour à la fois tenir dans le mois de préavis et effectuer un travail de qualité. Donc, je l'ai déjà expliqué, mais à la libération d'un logement, donc les bailleurs flèchent ce logement vers le secrétariat de l'IMA. On imagine qu'ils puissent donner des prescriptions relatives à l'équilibre de peuplement de la montée. Donc, on est en train de travailler la mise à jour d'une étude de peuplement qu'on avait de façon très ancienne, puisqu'elle date de 2005, il me semble, sur l'agglomération. Ça fait plusieurs fois qu'on essaye de la remettre à jour. On bloque un peu avec les données disponibles. Mais avec les 3 bailleurs sur lesquels on travaille, on va essayer de remettre à jour une étude de peuplement pour que le secrétariat de l'IMA puisse avoir des vigilances nécessaires au rapprochement offre-demande. Est-ce que la montée fonctionne bien? Est-ce qu'elle a des difficultés? Est-ce qu'il y a des difficultés de voisinage? Est-ce qu'il y a voilà. Et s'il y a une vigilance sur cette montée, qu'elle puisse contacter le bailleur pour voir avec eux un peu quel type de ménage serait souhaitable sur cette libération.
La deuxième étape, c'est le rapprochement offre-demande, qui serait assuré par le secrétariat de l'IMA, selon les caractéristiques du logement et de plusieurs éléments qui sont habituels dans le cadre d'un rapprochement offre-demande. Donc, la politique de peuplement du bailleur et les objectifs de rééquilibrage territorial, les objectifs d'attribution de la CIL, le respect des calculs de mise en œuvre du flux de chaque bailleur. Et bien sûr, à partir de la fin d'année, à l'aide de la cotation et des priorités affichées par chaque réservataire. On a encore du coup un fonctionnement qu'on doit intégrer qui est encore pas tout à fait calé, c'est le fonctionnement d'Action Logement, puisqu'ils souhaitent continuer à publier les logements libérés sur Aline en ce qui concerne leur contingent. Donc justement, je vous quitte à 11h pour avoir une séance de travail avec Action Logement justement sur ce processus, comment on les intègre à l'IMA. Ce qui est imaginé aujourd'hui, c'est que lorsqu'on a une libération qui pourrait correspondre à un ménage salarié, qu'on puisse orienter vers ce logement, vers Action Logement, pour qu'ils puissent le publier sur Aline et examiner ensuite les candidats qui seront sortis d'Aline au même titre que les candidats qui seront sortis du rapprochement offre-demande de l'IMA. Mais ça reste à confirmer. L'étape 3, c'est le montage des dossiers des candidats. Donc, le secrétariat de l'IMA prendrait contact avec les candidats, les 5 candidats retenus pour voir s'ils souhaitent du coup monter un dossier et visiter le logement. Donc, l'étape 4, c'est la présentation des différents candidats à l'IMA pour retenir 3 candidats en vue de les orienter vers la cale des bailleurs. Et enfin, d'effectuer au fil de l'eau et plus périodiquement un suivi des présentations de candidats, un suivi de nos politiques d'attribution, etc., etc. Et un suivi des conventions de gestion en flux des bailleurs. Sachant que j'ai oublié dans ce tableau-là qu'effectivement, suite au CAL, ce qu'on souhaiterait, en fait, c'est que le contingent auquel appartient le locataire qui a été retenu en CAL soit rempli a posteriori. C'est-à-dire que vraiment, on s'attache à regarder quel est le meilleur candidat pour ce logement-là. Et ensuite, suite à son attribution, au moment de la radiation par le bailleur pour attribution, le bailleur puisse préciser le contingent auquel il appartient en fonction du profil du ménage. Est-ce que, si c'est un ménage salarié, il peut être affecté au contingent Action Logement. Si c'est un ménage prioritaire, il peut être affecté au contingent de l'État. Mais si on a déjà rempli tous les objectifs du contingent de l'État, il peut être aussi affecté à un autre réservataire en fonction de son profil. On a quelques questions qui commencent à arriver. Donc, on a déjà Madame Cassillo qui vous demande si la recherche des candidats par le secrétariat de l'IMA se fait dans le fichier des demandeurs, avec le risque d'avoir beaucoup de situations non qualifiées. Comment le secrétariat va parvenir à choisir en secteur tendu seulement 5 candidats avec la cotation? Quels moyens du secrétariat, quel profil des agents? Aujourd'hui, c'est un rapprochement, je ne sais pas si je réponds tout de suite, mais aujourd'hui, c'est le rapprochement offre-demande. Donc, nous, on l'exerce déjà à la Maison de l'Habitat avec des agents de l'agglomération pour ce qui concerne le contingent communal. Donc, on n'est pas sur le fichier du SNE, on a un fichier à part avec un prestataire qui nous permet effectivement de rentrer des champs de recherche qui sont plus adaptés que le SNE ne nous le permet. On peut rentrer des profils, on peut rentrer des compositions familiales, on peut rentrer beaucoup de choses. On a effectivement la difficulté des ressources et des pièces des dossiers qui ne sont pas forcément à jour. Et c'est pour ça qu'on souhaite monter les dossiers de candidats avant passage en IMA pour ne pas devoir, si finalement les ressources ont changé ou la situation n'est plus adaptée, devoir recommencer un rapprochement offre-demande pour représenter à la commission IMA suivante. On perdrait trop de temps. Mais on a déjà ce travail-là, on a beaucoup de demandeurs qui viennent nous voir à la Maison de l'Habitat parce qu'on a un point d'information central et on fait beaucoup de pédagogie pour que les demandeurs mettent le maximum de justificatifs sur leur demande, sachant que nous, à la Maison de l'Habitat, donc comme on a 7000 demandes en cours, la première année, il y a très peu de chances qu'un ménage ait une proposition de logement. C'est un peu dur à dire, mais c'est la réalité. Donc, au premier renouvellement de la demande, on envoie systématiquement des messages aux demandeurs pour qu'ils nous rencontrent et en rendez-vous
hors crise sanitaire, on leur propose un rendez-vous pour donc remplir avec eux le renouvellement de leurs demandes et puis clarifier leur situation. Voilà. Et ça nous aide effectivement dans le rapprochement offre-demande ultérieur. Et pour la difficulté de réunir que 5 candidats, alors c'est très hétérogène. Il y a des logements sur lesquels on va avoir vraiment beaucoup de difficultés à aboutir à uniquement 5 candidats. Et il y a certains secteurs, certains quartiers, certains logements, notamment avec des loyers chers ou des quartiers qui sont mal perçus, sur lesquels on va avoir en fait beaucoup de difficultés à retenir déjà un candidat. Voilà, donc c'est vraiment hétérogène le rapprochement offre-demande. Et donc nos agents sont des agents administratifs. Donc il y a la même chose côté bailleur, il y a des chargés d'attribution qui le font pour d'autres contingents. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, au fur et à mesure, c'est vraiment le fait de faire souvent des rapprochements offre-demande, de voir les demandeurs en visu, de faire les enregistrements de leurs demandes qui permet de monter en compétences et après d'avoir une expérience qu'ils mettent à profit à chaque fois qu'ils font un rapprochement offre-demande. En fait. D'accord. Est-ce que je peux, pardon, Hélène, compléter un peu cette question en posant la question du lien avec le SNE, puisque vous avez un fichier spécifique à la façon rennaise, mais je ne sais pas si c'est exactement la même chose. Hein. Du coup, comment est-ce que vous arrivez à faire le lien avec le SNE, qui reste quand même un processus obligatoire d'une certaine façon? Il n'est pas alimenté? Enfin, j'imagine que non. Si, donc je dis qu'on a un fichier, mais on a plutôt un logiciel donc pour qui est extrait du SNE. Voilà, donc il est interfacé avec le SNE, bien sûr, ouais. Et du coup, autre question, comment sont choisis les logements qui sont mis au pot commun? Alors, l'objectif, c'est qu'il y ait tous les logements au pot commun. Donc, on est justement aujourd'hui à minima pour les 3 bailleurs qui travaillent avec nous. Donc, en gros, on souhaiterait aboutir à tous les logements. La période, les situations différentes des bailleurs vis-à-vis de la mise en œuvre de la gestion en flux étant très différentes. Déjà, on a réduit à 3 bailleurs, mais qui représentent 80% du parc. Donc, pour le moment, les libérations de ces 3 bailleurs seraient tous fléchées vers Lima. Et après, il y a le niveau en dessous de l'entonnoir qui est les réservataires. Donc, pour l'État, la DDCS aujourd'hui est partie prenante de ce projet. Donc, ils admettent qu'effectivement, les logements du contingent de l'État qui sont délégués aux bailleurs puissent être en fait examinés dans le cadre de l'IMA. Il y a les contingents communaux, puisque aujourd'hui, c'est déjà l'agglomération qui les gère au pot commun avec un service mutualisé. Et il y a la question donc, des autres réservataires. Il y a donc le conseil départemental que l'on voit dans nos séances de travail, mais qu'il faut qu'on revoie effectivement aussi parce que là, on a avancé sur le déroulé en fait, de l'IMA, sur le process de l'IMA, donc il faut qu'on les revoie pour voir si ça leur convient. Et on a la question d'Action Logement, donc il y a un système aujourd'hui à part, mais il faut qu'on puisse trouver des liens avec l'IMA. En fait, je fais le parallèle, c'est un peu, on va faire une expérimentation. Hein, je pense que tout ne va pas fonctionner au début et on va voir s'il y a des gros freins ou si on arrive à lever les freins au fur et à mesure. L'idée, c'est quand même, si ça fonctionne, de proposer ça aux autres bailleurs qui ont du parc sur notre territoire et pourquoi pas de coupler nos aides à la pierre avec ce fonctionnement. C'est-à-dire qu'on va aller peut-être récompenser ou aider plus fortement les bailleurs qui sont partie prenante de ce suivi de la gestion au sein de l'IMA avec nous dans le cadre du développement de l'offre. Et on est, sur les nouveaux entrants et les mutations? Oui, tout à fait. Alors, peut-être il y a une question dans le film, mais j'en profite, la parole entre nous. Tout à l'heure, vous regrettiez le fait que les intercommunalités n'étaient pas dans le champ de vision de la gestion en flux. Concrètement, avec le modèle que vous développez, j'ai peut-être 2 questions. 1, est-ce que ça coince et si ça coince, où ça coince? Et 2, jusqu'où le modèle va plus loin qu'une gestion en flux délégué? J'ai bien en tête l'interorganisme, évidemment, qui est très importante, mais voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres effets démultiplicateurs qu'une gestion en flux délégué? Alors, une gestion en flux délégué dans le sens où on la déléguerait au bailleur, c'est ça?
Ou chaque réservataire la déléguerait au bailleur. Eh bien, pour moi, en fait, la déléguer au bailleur, effectivement, le bailleur, il va faire le même travail en fait que l'IMA, mais à l'échelle de son parc. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que, on l'avait vu dans le cadre de notre travail sur l'étude de peuplement, chaque bailleur a une très bonne vision de son parc et de ses montées, mais en fait, il a une très mauvaise vision, en tout cas pour ceux qui sont aussi loin, du parc total. C'est-à-dire qu'on pensait vraiment dans notre étude de peuplement ne rien apporter aux bailleurs par le fait de coter les résidences. Mais en fait, on voit qu'ils sont quand même intéressés par ce travail-là parce que la résidence d'à côté, si elle ne leur appartient pas, ils n'ont pas forcément d'informations sur la façon dont elle vit, sur son équilibre, etc. Donc, ce qu'on essaye d'apporter en plus, c'est vraiment cette idée de recentrage. Et puis finalement, si on délègue au bailleur, eh ben, c'est chaque commune qui délègue au bailleur, chaque réservataire qui va déléguer au bailleur, mais on n'a pas cette vision du territoire en fait qui est recentrée. Donc c'est un peu ce qu'on essaye d'apporter. Et en termes peut-être de pratique professionnelle, les agents qui travaillent sur le rapprochement offre-demande, peut-être que je n'ai pas bien écouté, mais est-ce que c'est des agents mis à disposition? Eh ben, c'était ce qui allait arriver après. L'idée, c'est effectivement, enfin je crois, je me souviens plus. Ah non, je ne l'ai pas décrit en plus, donc non. Oui, l'idée, c'est de mutualiser des ressources. Alors, c'est une question qui est très compliquée. Là, on est très exactement dessus là, sur ces semaines-là. C'est que nous, à la Maison de l'Habitat, on a 3 conseillères logements qui font déjà du rapprochement offre-demande sur environ 20% du parc. On a 40% des libérations qui sont généralement fléchées vers Action Logement, donc qui ne seront probablement pas traitées dans le cadre du secrétariat de l'IMA. Et on a le reste qui sont des libérations conseil départemental et État. Donc l'État, les libérations pour le compte de l'État sont déjà traitées par les bailleurs. Donc c'est des chargés d'attribution chez les bailleurs qui s'en occupent. Donc l'idée, effectivement, c'est de mettre à disposition à la fois des ressources de la Maison de l'Habitat d'Annemasse Agglo et à la fois des ressources chez les bailleurs pour constituer le temps homme du secrétariat de l'IMA. Et est-ce que du coup, ça s'accompagne d'une formation, de pratiques communes? On aimerait, ouais. Je vous avoue qu'on n'en est pas là, mais effectivement, on aimerait. Une culture se joue aussi là, dans les pratiques professionnelles. Donc, Oui, tout à fait. En fait, tout dépend un peu du contour et justement de la forme de la mutualisation qu'on va donner au secrétariat. Est-ce que chaque professionnel reste dans son organisme d'appartenance? Est-ce qu'on crée vraiment un service commun? Enfin, voilà. Il y a plusieurs options aujourd'hui. En fonction du scénario retenu, on aura ce lien à travailler. Ouais. Il y a encore 2 questions qui se rejoignent un peu. Donc, Madame Tonnelier qui demande combien d'ETP de l'AGLO sont mobilisés sur cette thématique. Et donc, ça rejoint la question de Madame Cassio qui dit pour l'ensemble des logements, combien d'ETP envisagés pour le secrétariat IMA et quelle part de PCI? Alors, c'est effectivement les questions qui nous préoccupent en ce moment. Donc, je vais partir d'un peu plus loin. Donc, depuis que les agglomérations sont chefs de file des attributions pour constituer les documents de la politique d'attribution et puis pour mettre en œuvre ces différents projets, on a déjà quasiment 1,5 ETP mobilisés dans le service des politiques de l'habitat pour construire ces politiques et puis pour les suivre. Depuis la création de la Maison de l'Habitat, donc en juin 2018, on a un service de 7 personnes sur la Maison de l'Habitat qui donc accueille les demandeurs, enregistre leurs demandes, les informe sur le suivi de leurs demandes, fait le rapprochement offre-demande donc pour environ 200 logements par an. Voilà, j'en oublie sûrement. Donc on a effectivement près de 9000 passages par an. Je dis des bêtises. Bon, bref. Et donc, on a trois conseillères logements qui font du rapprochement offre-demande et qui accueillent des usagers. Donc, on imagine que ces 3 postes-là pourraient être mis environ à 80%, à 50% sur le secrétariat de l'IMA. Et côté bailleur, la question reste entière. Aujourd'hui, avec les 3 bailleurs avec lesquels nous discutons, je pense qu'on est sur une jauge de 3,5 postes pour les 3 bailleurs. Mais ça reste à préciser. Tout dépend aussi de jusqu'où va le secrétariat de l'IMA. Est-ce que c'est eux qui assurent les visites des logements avant CAL ou pas? Comment sont montés les dossiers? Voilà. Il
D'accord. Merci pour votre réponse. Je vous laisse continuer. Du coup, il n'y a plus de questions. Ok, ben, j'ai bientôt fini. Juste un petit point sur la gouvernance. Donc, auparavant, c'était une gouvernance très élargie avec l'ensemble des réservataires, mais vu la période, il est difficile de se réunir régulièrement et tous. Et on est vraiment tous à des niveaux de maturité différentes, en fait, sur la réflexion des attributions. Donc, on a Action Logement de son côté qui, effectivement, a constitué un outil. Hein. On a, nous, notre conseil départemental qui s'était structuré pour mieux gérer ses attributions. On a, nous, qui nous sommes structurés. On a des bailleurs avec une implication locale qui est très différente. Donc, certains qui sont vraiment à l'écoute des territoires parce que le parc est chez nous, en fait. Et d'autres qui sont, voilà, qui ont des logiques de plus de grands groupes. Donc, nos partenaires locaux, nos interlocuteurs locaux sont en attente de directives, donc ils ont du mal à se positionner sur ce projet-là. Donc, ce groupe partenarial élargi, donc on a depuis septembre, on est passé sur un groupe technique restreint. Donc, avec les 3 bailleurs qui sont parties prenantes et qui veulent aller vers Lima, l'USH 74 et donc Annemasse Agglo. L'idée, c'est d'aller jusqu'au bout des réflexions, de voir si effectivement, enfin voilà, tout ce que je vous ai présenté, comment la libération est traitée, par qui, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là, avec quels éléments. Et tout ça, on essaye de le passer en revue pour aboutir à un process. Et on essaye de remonter vers les autres réservataires et bailleurs et de le tenir informé de nos avancées sur ces réflexions de process pour voir si ça leur convient et puis pour voir si on peut aller jusqu'au bout à chaque fois ou si on doit revenir sur des éléments. Et en parallèle, donc on doit finaliser la cotation du territoire qui sera effectivement utilisée par le secrétariat de Lima. Et on doit donc finaliser l'étude de peuplement, mais j'en ai parlé pour chaque immeuble, pour que le secrétariat, dans le rapprochement offre-demande, puisse prendre en compte les fragilités de peuplement. Voilà, et puis, donc on a effectivement, oui, l'État est partie prenante également, au titre d'une expérimentation, parce que, en fait, tous les réservataires sont aujourd'hui confrontés à cette tension du parc et ne sont pas satisfaits, en fait, des solutions qu'ils peuvent proposer aux ménages pour lesquels ils ont édicté des priorités. Donc, c'est en ça que les réservataires sont plutôt, sont plutôt prêts à tenter l'aventure. Je vous ai mis également, donc là, c'est peut-être un peu court pour noter, mais si jamais les présentations sont envoyées, donc les contacts techniques chez nous. Donc, vous avez Coralie Monge, qui est la chargée de mission équilibre du parc social, que vous pouvez contacter. Catherine Vallet, qui est la responsable du service logement mutualisé, donc à la Maison de l'Habitat, donc pour tout ce qui est, effectivement, elle gère déjà donc l'accueil des usagers et le rapprochement offre-demande dans son service, et donc moi-même. Voilà, je vous remercie. Je vous mettrai le support au courant de la semaine prochaine quand ce sera publié et vous pourrez reprendre les adresses des contacts. Et peut-être dernière question, peut-être si le temps que d'autres. L'articulation avec la bourse d'échange se passe comment? Alors, la bourse d'échange, aujourd'hui, elle fonctionne très mal chez nous, enfin, en tout cas, sur l'agglomération d'Annemasse. On souhaite justement la relancer. Alors, on va sûrement le faire avant Lima, en fait, pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, on a 4 communes carencées sur lesquelles, sur le contingent communal, sur les autres contingents autres, enfin voilà, sur le contingent communal ne pourra plus s'exercer. Donc, on va chercher à contacter, dès qu'on a des demandeurs qui vont demander ces communes-là, on va chercher à les orienter, en tout cas pour les locataires, vers la bourse d'échange. Voilà, je ne sais pas ce qu'on va créer, surtout si on ne peut pas trop recevoir les gens là en cette période, mais on aimerait les appuyer pour qu'ils s'inscrivent à la bourse d'échange pour qu'il y ait le maximum de personnes. Donc, ça se fera peut-être avant Lima. Mais l'idée aussi de Lima, c'est d'avoir effectivement un certain nombre de personnes qui travaillent sur ces sujets-là et qui peuvent impulser des améliorations, notamment sur les mutations, la bourse d'échange, la location active, et j'en passe. Donc, c'est des logements qui vont, enfin, les logements échangés entre locataires vont sortir du circuit, hein, c'est ça? Oui. Okay. Oui, tout à fait. Oui, ça serait pas, oui, dans ce sens-là, oui, la priorité à la bourse d'échange resterait effectivement. Merci. Ça a été obtenu, ce serait dommage de le remettre en cause. Il y a d'autres activités de la Maison de l'Habitat où elle est vraiment très, très centrée aujourd'hui sur ces questions d'attribution?
Alors, il y a une volonté politique dès le départ qu'elle soit ouverte à d'autres sujets que le logement social. Clairement, aujourd'hui, il y a une telle tension sur le parc social qu'il y a tellement de passages à la maison de l'habitat que l'équipe est dédiée à 95% au logement social. Mais on a quand même des permanences de partenaires. On a la permanence de PLS Adil qui vient faire une permanence mensuelle, enfin bimensuelle, qui est ouverte au public. On a également la permanence de notre plateforme de rénovation énergétique pour tous les projets de particuliers de rénovation énergétique. On aura probablement bientôt Action Logement aussi, qui viendra faire une permanence pour les salariés. Et puis, on cherche à développer 2 autres axes aujourd'hui, qui est le développement de l'habitat intergénérationnel. On espère pouvoir en mettre un petit peu en place. Et on essaye aussi d'apporter de l'information sur en fait, les différents produits qui existent parce que donc, on est dans une zone A, donc il y a beaucoup de produits, des produits de défiscalisation, du logement intermédiaire, une offre abordable qu'on a nous-mêmes inventée, qu'on met en route, le BRS, le logement locatif social. Donc, les gens se perdent un peu en fait donc, dans ce à quoi ils ont le droit. Et ce sur quoi ils peuvent postuler. Donc, l'idée, c'est un peu de les éclairer sur leurs possibilités. Mais clairement, on a du mal parce qu'on a peu de ressources à consacrer à ces autres questions. Merci. Merci pour vos réponses. Je ne sais pas si d'autres spectateurs ont des questions. N'hésitez pas à les poser grâce à l'onglet questions-réponses. Et sur Vimeo, dans la discussion, je transmets aux intervenants. Et s'il n'y a pas de questions, je pense que c'est au tour de Madame Cassio de présenter. Est-ce que vous souhaitez que je fasse le partage d'écran, Madame Cassio? Je ne sais pas, on avait dit que je le faisais du coup, non? Comme vous voulez. Comme vous voulez. Regardez, j'avais préparé, normalement ça va fonctionner. Allez-y. Hop. C'est bon, vous voyez? Ouais, ça commence. Alors... Madame Gallet, je crois que vous devez nous quitter à 11h. Oui, je vous laisserai probablement en cours de route. En tout cas, je vous remercie pour les Merci à vous. Merci pour tous les détails et votre participation. C'était très intéressant. Merci. Bonjour à tous. Du coup, j'enchaîne sur la présentation de la location active sur le territoire de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais. Donc, le Pays Voironnais se situe en Isère, sous influence directe de l'agglo grenobloise, puisqu'elle est située au nord de l'agglo grenobloise, en direction de Lyon. Donc, c'est 31 communes pour 94 000 habitants, avec une ville-centre Voiron d'à peu près 21 000 habitants. Donc, sur l'ensemble du territoire, on compte 6 000 logements sociaux à peu près, 1 900 demandes actives sur le SNE, pour environ 700 attributions par an, donc une tension de la demande plutôt moyenne, 2,7 demandes pour une attribution. Du coup, la particularité finalement de la location active du Pays Voironnais, c'est qu'elle l'expérimentation a pu débuter finalement avant la réforme des attributions et avant la parution des lois Allure, etc. Donc, c'est vrai qu'on est dans un contexte, on était dans un contexte qui a beaucoup évolué depuis. On aura l'occasion d'en parler. Donc, la location active, je pense que vous savez désormais tous ce que c'est. C'est une nouvelle façon de rechercher les logements sociaux qui se base plutôt sur le choix des demandeurs. On inverse le processus en mettant des annonces en ligne. Et du coup, le demandeur peut candidater sur le logement de son choix. Voilà, on ne va peut-être pas passer trop de temps là-dessus. Donc, au niveau de la jeunesse de l'expérimentation, en fait, elle a pu faire suite à une démarche qui a été conduite par les bailleurs sociaux de l'Isère. Donc, l'association des bailleurs sociaux de l'Isère, c'est APSIS. Une démarche de lutte contre les discriminations qui a été initiée dès 2010-2011, qui a permis de sensibiliser l'ensemble des acteurs à l'échelle départementale. C'était vraiment une démarche partenariale intéressante. Tout le monde était convié, les élus, les techniciens, les communes, les bailleurs, les EPCI, etc., pour réfléchir, finalement, réinterroger les pratiques quotidiennes sur la gestion des attributions dans le cadre de la lutte contre les discriminations. Donc, ça a vraiment permis de partager une culture commune
sur cette question qui était un petit peu nouvelle finalement pour les professionnels et les élus. Du coup, c'est le Pays Voironnais qui participait aux réunions départementales et on faisait le relais auprès des partenaires locaux et notamment des communes. Du coup, comme je vous le disais, cette expérimentation de la location active a pu être mise en place puisqu'on était vraiment dans un contexte très favorable. Le Pays Voironnais, depuis plus de 20 ans, anime une commission sociale intercommunale, une commission d'attribution partenariale avec une mutualisation de l'offre du contingent préfectoral, des PLAI, des logements privés conventionnés. Du coup, vraiment des pratiques d'attribution partenariale qui sont vraiment ancrées sur le territoire et qui ont permis aussi de partager vraiment une culture commune et aussi d'avoir un lien finalement entre tout le monde de l'action sociale et du logement plutôt très efficace, puisque bien sûr les travailleurs sociaux sont membres de la commission sociale. Alors on va voir que la commission sociale n'est plus aujourd'hui la même, puisque l'État a repris son contingent. Donc voilà, nous on a l'impression plutôt de reculer depuis 2014 que d'avancer. Bon, en tout cas, on a toujours une commission, mais en tout cas, le contexte est moins fluide. Des bailleurs qui ont toujours joué le jeu dans le cadre de cette commission, avec des cales qui suivaient pratiquement toujours les propositions des membres de la commission. Et voilà, cette commission, comme je disais, était vraiment un lieu d'animation pour partager une culture commune. Ce qu'il y a aussi en Isère, c'est que les réservations des bailleurs, les logements non réservés, ont été et le sont encore toujours pour la plupart préattribués en commission communale. Donc vraiment, voilà, des habitudes de travail partenarial ancrées. Nous avions aussi un contexte politique favorable avec du coup les élus qui étaient membres de la commission sociale intercommunale et du coup qui avaient une bonne connaissance des problématiques et de notamment la problématique des refus des demandeurs. Du coup, c'est un des constats qui a fait que les élus aussi ont voulu s'engager dans l'expérimentation et aussi des élus qui ont été sensibilisés dans le cadre de la démarche de lutte contre les discriminations proposée par Abscis. Et enfin, et ça c'est important, nous avons 3 bailleurs principaux qui disposent de près de 90% du parc, voire plus, qui sont tous membres d'Abscis, donc qui étaient tous acteurs actifs de la lutte contre les discriminations et qui a pu permettre du coup la jeunesse de l'expérimentation. Alors, au niveau des constats partagés, tous les acteurs convenaient que le système administré produisait certaines limites, avec notamment une hausse qu'on constatait depuis des années, une hausse des refus des demandeurs, y compris dans les commissions, y compris les ménages prioritaires, dans les commissions dédiées aux prioritaires, malgré tous les efforts de chacun pour arriver à les loger, avec du coup des remises à disposition aux bailleurs qui étaient quand même importantes. Le processus qui était évidemment complexe et opaque, qui l'est toujours, est très peu lisible pour les demandeurs. On était déjà sur ces questions de filières, de contingents, de priorité. Un processus forcément qui laisse peu de marge de manœuvre aux demandeurs qui finalement étaient uniquement dans une position d'attente. Et enfin, finalement, une sorte de boîte noire en fait du choix des ménages qui sont présentés en commission, que ça soit sur des précales du type de la commission sociale ou voire dans les cales, et qui favorisent les risques de discrimination. Voilà, du coup, dès avril 2014, donc avant l'apparition de la loi ALUR, l'intercommunalité s'est engagée dans une expérimentation avec de la location active, avec pour objectif d'abord d'accroître la lisibilité du système d'attribution et de simplifier finalement cette vision pour le demandeur, de rendre le demandeur acteur de sa demande, de limiter les refus des demandeurs, en fait d'être plus efficace finalement, de garantir un accès pour tous, y compris les ménages prioritaires. Donc ça, c'était vraiment une peur qu'avaient les élus, de se dire si on laisse en gros la main aux ménages et aux bailleurs,
finalement, les ménages prioritaires ne seront pas représentés. Donc, on a fait en sorte on va l'expliquer tout à l'heure, d'impliquer tout de suite les travailleurs sociaux, etc., pour qu'ils soient le relais auprès des prioritaires notamment. Et enfin, le dernier objectif, c'est finalement un peu banaliser le logement social, de vraiment faire en sorte que le logement social soit considéré comme un maillon de la chaîne du logement, en ouvrant du coup la possibilité de candidater aux ménages qui n'avaient pas forcément en amont de demandes enregistrées sur le fichier des demandeurs. Alors, pour revenir sur les principes clés du dispositif, donc c'est un dispositif qui est piloté par le PCI, qui est à l'échelle communale et qui a impliqué l'ensemble des réservataires, avec Action Logement, toujours dans sa particularité, qui au début de l'expérimentation n'a pas souhaité l'intégrer, finalement l'a intégré à titre expérimental en 2016, et puis là, comme ça vient d'être évoqué avec Aline, finalement, ils mettent 100% en location active, mais hors dispositif intercommunal. C'est toujours un peu compliqué avec ce réservataire, mais en tout cas, voilà, ce qu'il faut noter, c'est quand même l'effort à un moment au local d'expérimenter la location active et d'intégrer au niveau intercommunal. Donc, tout début de l'expérimentation, on était sur 20% de l'offre à mettre au pot commun. On est vite passé à 25%, puisqu'on voyait que ce n'est pas parce qu'on met 20% qu'on a 20% d'attribution. Voilà. Au niveau de la mobilisation des partenaires, du coup, tout de suite, dès la genèse du dispositif, de l'expérimentation, un comité technique partenarial a été mis en place et a permis d'élaborer déjà le protocole de la location active sur le territoire et a été tout de suite en charge du suivi de l'expérimentation avec un suivi qui était assez important dans les premières années de l'expérimentation. Donc, le rôle aussi des guichets d'accueil des demandeurs, sur le Pays Voironnais, c'est surtout les communes, TCS et bailleurs qui ont ce rôle-là, un rôle de relais d'information auprès des demandeurs qui était très important. D'ailleurs, c'est toujours le cas dans le cadre du service d'accueil et d'information qui a été mis en place en 2017. C'est avec eux c'est grâce à eux aussi que la location active a pu être relayée. Et enfin, comme je disais tout à l'heure, la mobilisation des travailleurs sociaux, alors que ce soit les travailleurs sociaux du CCAS, du département, mais aussi des gestionnaires de structures d'hébergement, pour garantir l'accès pour tous, en fait, voilà, pour qu'eux soient aussi le relais auprès de leurs ménages qu'ils accompagnent. Donc, voilà, on s'est vite rendu compte qu'il fallait plutôt passer à 25% de l'offre pour que l'offre elle soit assez représentative et que le dispositif reste attractif. Donc, on est sur la location active, sur ces 25% sur l'offre en première intention. On n'inclut pas la commercialisation active qui est réalisée par les bailleurs, par exemple, sur des logements remis à disposition des réservataires ou des logements moins attractifs qu'ils n'arriveraient pas à louer. Enfin, un autre principe clé qui a été travaillé dès le départ, c'est d'essayer d'harmoniser les pratiques des bailleurs au niveau du contenu de l'annonce, de la durée de parution, du retour d'information fait aux demandeurs. Donc, qui a plutôt été suivi. Et, enfin, ça a été un changement de pratique professionnelle sur quelques années. Donc, on est arrivé au fur et à mesure à adapter et à harmoniser. Et enfin, un suivi très précis qui a été mis en place pour la phase d'expérimentation pour justement rassurer les réservataires et rendre compte aux élus et réservataires. Donc, il y a un suivi plutôt assez laborieux pour la phase d'expérimentation seulement, avec des tableaux partagés qui étaient renseignés par les bailleurs, à la fois sur le profil des web candidats et sur le profil des attributaires, puisqu'on justement, il fallait qu'on puisse observer la différence, s'il y en avait une, entre les candidats et les attributaires, et puis un suivi qui permettait aussi de comprendre l'efficacité du processus, où on se rendait compte, en fait, dans le cadre de ce suivi, que finalement,
on avait quand même pas mal de ménages qui pouvaient candidater, mais qui ne donnaient pas suite, qui se désistaient finalement avant de passer en cale. Donc ça, c'était plutôt une surprise. Et un suivi régulier par le comité technique, comme je vous le disais tout à l'heure, pour ajuster le dispositif. Il n'y a pas eu beaucoup d'ajustements, mais quelques-uns quand même. Ouais. Je pense qu'on pourra y revenir. Donc, à noter qu'après la phase d'expérimentation, ce suivi un peu laborieux et très complet a été abandonné pour un suivi un peu plus automatisé. On va le voir. Donc, pour avoir une vision un peu plus globale du dispositif et rentrer un petit peu dans le concret, donc, au niveau de la mobilisation de l'offre, donc ces 25%, comment on les choisit finalement. Donc, le principe, enfin le protocole prévoit que l'échantillon soit représentatif et diversifié. Donc ça, c'était aussi quelque chose qui est suivi encore dans le cadre du comité technique et du bilan. Il nous fallait aussi en location active des logements attractifs, des logements avec ou de la pression, des T2 en centre-ville, clairement, et pas que les logements un petit peu difficiles à louer. Donc, ce qu'on est arrivé à, et évidemment tous les réservataires avec le cas particulier d'Action Logement, comme vous le disiez, donc avec du coup le principe d'un choix aléatoire, une offre sur 4 finalement, puisqu'on avait 3 bailleurs qui étaient impliqués. Donc, le choix de manière aléatoire fonctionne très bien. Finalement, on arrive avec cette méthode-là à avoir un échantillon qui soit représentatif. Au niveau de la publication des annonces, alors là aussi, ça a évolué au fil du temps, puisqu'au début, on était uniquement sur le site des bailleurs, puis Le Bon Coin, les bailleurs avaient créé des passerelles aux automatiques entre leur site internet et Le Bon Coin, puisque avec Le Bon Coin, ils drainaient beaucoup plus de ménages de candidats qu'avec leur site, qui était assez confidentiel à cette époque-là sur cette possibilité. Et puis, Bienvéo en 2019, la plateforme de l'USH, avec un accompagnement au niveau de la communication par le Pays Voironnais, et puis Aline en 2020, où là, voilà, ça vient un petit peu percuter. Finalement, on était content d'avoir plus qu'un seul outil sur lequel communiquer, puis là, de nouveau, on en a 2 entre Bienvéo et Aline, puisque la passerelle Bienvéo-Aline n'est pas effective et je ne sais pas si elle le sera un jour. L'idée, c'est de pouvoir mettre systématiquement une photo de l'extérieur. Les bailleurs n'ont pas forcément de base constituée de base de photos des logements. Par contre, ils ont pour certains commencé à le faire. Donc, quand on a ils ont quelques photos d'intérieur de logement, et quand ils ont un logement du même type, ils se permettent de mettre les photos du logement qui correspond. Et la description du logement. Donc là, on était arrivé aussi à avoir des descriptions un petit peu harmonisées. Au niveau de la durée de publication, donc là, c'était un choix. Il y a 2 choses, c'est soit 7 jours, soit 10 candidats, puisque tout dépend de l'attractivité de l'offre. C'est vrai que des fois, on peut avoir 10 candidats en 3 jours, et puis des fois, en 7 jours, en avoir 0. Donc, ça, c'est vraiment variable en fonction de l'attractivité. On avait limité quand même à 10 candidats pour limiter le travail d'instruction des bailleurs. On a rarement 10 candidats sur le territoire. La moyenne, c'est plutôt autour de 4 candidats par logement. Au niveau du traitement des candidatures, du coup, les bailleurs, avec la location active, ont systématisé la visite des logements avant le passage en cale. D'ailleurs, on va voir que cette pratique-là, initiée dans le cadre de la location active, après, s'est répandue dans le cadre de l'ensemble des attributions. Au niveau de l'instruction par la CAL, évidemment, on est sur les critères réglementaires. On avait eu la volonté d'aller sur la cotation de la demande. On verra tout à l'heure pourquoi on n'y était pas arrivé à l'époque.
Au niveau de l'information aux candidats, on n'y était pas arrivé non plus à l'époque à aller sur une information systématisée à chaque étape du processus, ce qui demandait énormément de travail pour les bailleurs. Mais par contre, bien entendu, une information dans tous les cas des candidats sur la suite de leur demande. Donc ça, on l'a déjà un petit peu évoqué au niveau du suivi de l'évaluation. Comme je vous le disais, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, en tout cas avec un suivi très fin, très laborieux sur les 2 ans d'expérimentation, un suivi qui était nécessaire, qui a permis de rassurer et de passer du coup sur une location active hors cadre expérimental, de pouvoir la pérenniser dans le cadre du plan partenarial en 2016. Et du coup, depuis, on avait travaillé avec les bailleurs à des requêtes, donc ils ont dû pour la plupart faire évoluer un petit peu leur SI pour permettre de nous transmettre ces requêtes. Alors au début, on était sur des requêtes trimestrielles, mais là maintenant, on est plutôt sur des requêtes annuelles où on fait le bilan de vérifier en termes de volume, de représentativité de l'échantillon location active, et puis du profil des attributaires qu'on compare au profil des attributaires classiques, globaux, pour voir s'il n'y a pas de décalage. Donc ça, c'est quand même réalisé, centralisé et traité par le PCI. Et bien sûr, l'allocation active qui est intégrée à la politique d'attribution avec, on va le voir, qui est intégrée à tous les documents réglementaires. Peut-être passer je ne sais pas si vous avez des questions sur la genèse et le dispositif, peut-être passer au bilan. Alors, si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas. Sinon, je vous laisse continuer, Madame Cassio. Du coup, sur les éléments clés du bilan. Alors, j'ai volontairement pas forcément mis de stats, parce que voilà, on a 700 attributions par an, donc ça fait un peu plus d'une centaine d'attributions location active par an. Donc, on est sur des stats qui sont un petit peu fragiles. En tout cas, l'idée, c'est quand même maintenant, avec toutes ces années de recul, avec ces 6 bilans de location active, voire un petit peu plus, c'est vraiment de stabiliser ce qu'il en ressort. Donc, plusieurs points positifs qui sont d'ailleurs partagés par les partenaires. C'est déjà que le risque d'inégalité de traitement il est réduit à la base, forcément. Finalement, la première sélection, elle est indépendante des instructeurs. Au lieu de faire un choix dans les 1900 demandeurs, on fait un choix dans les 4 candidats. Donc, forcément, ça réduit le risque. Surtout, ce qui est à noter, c'est que c'est un système finalement qui n'exclut pas. Les publics prioritaires sont représentés. Alors, on a une part similaire de ménages sans logement, par exemple, de logements à bas revenus, notamment. Quelques sorties d'hébergement, ça aussi, c'est parce que les travailleurs sociaux sont impliqués depuis le départ et relaient ce dispositif. Et ensuite, à contrario, c'est un dispositif aussi qui permet d'attirer de nouveaux profils. Alors, au début de l'expérimentation, c'était flagrant, on avait vraiment une surreprésentation des jeunes. Alors ça s'est plutôt rééquilibré. Par contre, on a toujours des ménages qui n'étaient pas inscrits forcément sous le SNE et qui se sont inscrits au moment de leur candidature sur le logement. Donc, c'est un dispositif qui peut aussi qui favorise la mixité, avoir son intérêt, notamment sur les secteurs un petit peu en difficulté. Donc, c'est un système qui participe à la banalisation du logement social, puisque finalement, certains ménages, en candidatant, n'avaient pas forcément en tête qu'ils candidataient sur le parc HLM. Et voilà, au niveau de l'âge, c'est vrai qu'au début, voilà, on avait une surreprésentation des jeunes au détriment des seniors, qui étaient vraiment très peu représentés. Et au fil des années, ça s'est complètement rééquilibré et on a désormais une légère surreprésentation, même dans les 2 derniers bilans, des seniors dans les attributaires location active.
Donc, c'est un système qui est plus lisible pour le demandeur et qui est plutôt appréhendé positivement. Hein. Ça, on avait pu le constater via une enquête réalisée auprès des demandeurs en 2015, avec un dispositif qui, pour eux, voilà, est complètement lisible, simple d'utilisation, et puis la possibilité de choix était vraiment appréciée. Et alors ça, c'est les bailleurs hein, qui nous font le retour, hein, c'est que du coup, l'intégration du nouveau locataire dans son logement est bien plus facile, hein, puisque le locataire a choisi son logement. Et du coup, en termes de relation entre le bailleur et son locataire, c'est quelque chose qui est assez satisfaisant. Les travailleurs sociaux aussi sont plutôt satisfaits hein, de la location active. Hein, dès le départ, d'ailleurs, de l'expérimentation, ils ont vu ça comme un outil supplémentaire pour accompagner les ménages, hein, pour les confronter à la réalité de l'offre, pour les mobiliser davantage. Au niveau du processus d'attribution, donc évidemment, les refus après CAL on chute avec la location active, puisque finalement, le travail de sélection se fait avant. Alors déjà, on n'a que des candidats potentiels. Ensuite, soit avec un coup de fil, soit avec une visite, certains se désistent. D'autres, finalement, ne sont pas prises en compte, enfin, d'autres candidatures ne sont pas prises en compte parce qu'il y a une inadéquation de l'offre avec, de typologie avec la catégorie du ménage, par exemple. Voilà, et du coup, les délais de relocation aussi sont réduits hein, de fait, hein, puisqu'il n'y a pas la notion de réservataire, de délai d'1 mois avant 3 mois pour certains, etc. Et du coup, c'est vrai que ces pratiques-là, liées à la location active, ont été plutôt généralisées par les bailleurs. Hein. Alors, à la fois parce qu'ils étaient structurés, qui se sont structurés au fur et à mesure du temps pour gérer hein, ce mécanisme de petites annonces, de visites avant CAL, etc. Alors du coup, là, on a une explosion de la commercialisation en ligne et les visites avant CAL sont systématisées quasi sur l'ensemble des attributions. Donc, je vous avais mis les avantages hein, pour chaque acteur. Hein. En synthèse, on a pu l'évoquer. Hein. Donc, pour les professionnels, que ce soit les guichets d'accueil des communes, les travailleurs sociaux, c'est vraiment un outil supplémentaire hein, qui leur permet d'offrir une alternative aux demandeurs. Après avoir identifié avec lui ses besoins et capacités, c'est de le mettre en face de la réalité de l'offre avec une offre qui est maintenant visible, hein, qui est arrivée. Alors la visibilité, c'est en plus renforcé avec Bienvéo, hein, qui a permis une visibilité encore plus globale et bien entendu de rendre le demandeur acteur. Pour le demandeur, hein, c'est vraiment la visibilité de l'offre, la possibilité de choix, la simplicité du dispositif et puis une meilleure appropriation ensuite de son logement. Pour les collectivités, ça permet d'améliorer le processus d'attribution en offrant une alternative au processus plus administré. À l'époque, on était sur un système qui était plutôt innovant et ça permet aussi d'inscrire ce dispositif en fait dans le cadre de la politique d'attribution. Donc, alors, sur le territoire du Pays Voironnais, il n'y a qu'un seul QPV, donc la question de la mixité quand même, l'enjeu est moins prégnant que sur d'autres territoires et de toute façon, on se rend compte que finalement sur ce QPV, sur les autres quartiers un petit peu fragiles, la plupart des attributions, beaucoup des attributions se font via des petites annonces, que ce soit en location active ou en commercialisation active, puisque ce sont des logements un petit peu plus difficiles à louer. Et enfin, pour les bailleurs, c'est ce qu'on a pu dire également, les principaux avantages, c'est d'attirer les nouveaux profils, louer rapidement et des locataires plus satisfaits, voire plus responsables. Donc, après cette phase d'expérimentation donc de 2014 à 2016, les élus ont décidé de pérenniser la location active dans le cadre du document 4 sur les attributions et du PPGD.
Alors, plusieurs enjeux à cette époque-là autour de la location active. Hein. Le premier, c'était bien de réaffirmer de sortir du cadre expérimental, de réaffirmer que c'était un système qui était complémentaire, hein, que ce n'était pas un système à opposer au système classique, parce que bien entendu, il y aura toujours des ménages qui ne seront pas dans la capacité d'être autonomes au point de rechercher un logement seul, etc. Vraiment d'intégrer ce système-là dans le cadre de la politique globale d'attribution avec le principe de maintenir du coup la part à 25% du flux et tout réservataire. Deux autres enjeux à cette époque-là, c'était le suivi qui a été basculé en suivi plus automatisé. Alors, l'ouverture aux autres bailleurs, du coup, elle n'a pas forcément été faite. Alors après, ça représente, c'est vrai, une part du parc très minime. Et voilà, les moyens n'ont pas été consacrés pour proposer aux autres bailleurs, en tout cas, de s'inscrire dans ces pratiques. Du coup, la communication aussi, hein, du coup, le service d'accueil et d'information a vraiment intégré cette pratique-là. Une plaquette de communication, on va la voir, je crois, après, je crois que je l'ai mise, a été réalisée dans le cadre du service d'accueil, une plaquette pour les demandeurs, où du coup, la location active fait partie intégrante du processus. Et voilà, l'autre enjeu en 2016, c'était de compléter le dispositif de location active avec la cotation de la demande. Et ce qui n'a malheureusement pas été possible, puisqu'en fait, c'était une question de timing. Justement, on venait de s'entendre sur un suivi automatisé avec des requêtes qui venaient des SI des bailleurs. Donc, on venait d'abandonner l'idée de suivre le profil des web candidats. Du coup, si on mettait en place la cotation, c'était aussi une expérimentation. Hein, et donc, il aurait fallu remettre en place un suivi des web candidats pour pouvoir suivre et évaluer les effets de la cotation également, puisque c'était un peu l'objectif. Donc, la cotation qui était envisagée, c'était une cotation, pareil, une grille de cotation qui avait justement été élaborée dans le cas suite à la démarche de lutte contre les discriminations APSIS. Donc, c'était une grille de cotation départementale qui a d'ailleurs été utilisée par d'autres partenaires en Isère, que ce soit bailleurs ou collectivités, mais finalement, le Pays Voironnais, on n'est pas allé jusqu'au bout de cette volonté-là. Voilà, donc ça, c'est l'extrait de la plaquette demandeur hein, qui a été réalisée en 2017, alors qui est mise à jour régulièrement avec les changements de pratiques et les évolutions en termes d'outils, etc. Mais voilà, du coup, sur le processus, hein, je vous ai mis que la première partie, c'est vrai que tout de suite, on incite, la location active, elle fait partie du processus et les guichets relais, c'est la première chose qu'ils disent aux ménages, hein, c'est de les orienter sur la recherche d'annonces en ligne. Alors, du coup, ça, je ne l'ai peut-être pas mis, mais c'est vrai que dans le cadre du service d'accueil, en fait, ces nouvelles pratiques, elles interrogent. J'ai peut-être mis là. Elles interrogent, hein, puisque entre le développement de la location active et le développement de la commercialisation en ligne, du coup, les missions des accueillants, le rôle dans le cadre du service d'accueil, il évolue aussi. Voilà, du coup, c'est quelque chose qui est en train d'être réfléchi, accompagné. Hein. Il y a déjà eu des évolutions hein, des missions. L'idée, c'est de pouvoir recentrer l'activité des services d'accueil, recentrer les moyens, hein, sur les ménages qui en ont le plus besoin, et plutôt d'orienter vraiment ceux qui sont le plus autonomes sur le PGP, sur la location active, etc. Donc, les enjeux actuels, hein, c'est de gérer un passage en flux qui ne remette pas en cause les modalités de la location active qui sont définies dans la CIA,
Voilà, on sent que le contexte est un peu différent. On a l'État qui a repris son contingent, qui souhaite des analyses de la location active sur son propre contingent, alors que le principe même, c'est de la gestion en flux, donc il n'y a même pas forcément besoin d'aller sur ces analyses-là. Voilà, donc on en est là, les élus affirment ce principe. Alors, pareil, sur la gestion en flux, la problématique, c'est que les EPCI ne sont pas forcément font pas partie prenante clairement de la mise en place. Donc, nous, on a quand même un pilotage au niveau de l'Interco. Par contre, le pilotage qui serait nécessaire à l'échelle départementale, il n'est pas du tout prévu. En Isère, on se dirigerait en plus sur une gestion en flux non déléguée, donc qui peut, puisque l'État a repris son contingent, veut le conserver, donc qui a beaucoup moins de sens et qui peut s'avérer, à mon sens, vite contre-productive sur une simple redistribution du stock qui crée de la concurrence entre réservataires et pas bien plus, voire moins de fluidité, de décloisonnement. Donc, bon, voilà, ça, c'est une autre réflexion. En tout cas, l'idée, c'est vraiment d'arriver à maintenir cette pratique de location active. Et puis aussi, il va falloir l'intégrer dans la réflexion sur la cotation, notamment sur l'information qui est prévue par l'État, par la loi sur l'information des demandeurs, qui pose pas mal de questions. L'enjeu, du coup, aussi, c'est maintenant, au-delà de la location active, j'ai pu le dire tout au long de la présentation, c'est la commercialisation qui est montée en flèche. C'est des pratiques qui sont vraiment très courantes, voire maintenant systématiques pour certains bailleurs sur les remises à disposition et pour certains sur le contingent bailleur. Donc, finalement, on se retrouve avec tout un panel d'offres en ligne sans savoir exactement quel impact ces nouvelles pratiques-là ont, à la fois sur le profil des attributaires, voire pourquoi pas sur l'évolution de la demande, puisqu'on a une évolution, enfin une demande en hausse. Alors, c'est une tendance nationale, mais clairement en hausse en Isère. Est-ce que c'est un doux mélange de l'impact du PGP, de la commercialisation, puis certainement aussi de la précarisation des ménages. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose qu'il faudrait essayer d'apprécier de plus près. Donc, ce qui est proposé à partir de 2020, du bilan 2021, donc qui sera fait en 2022, c'est de continuer à suivre le dispositif location active, mais plutôt à minima, en se concentrant sur le suivi du volume et les caractéristiques de l'offre et des attributaires. Mais par contre, essayer aussi de comprendre finalement le rôle, la part que représente la location active dans la globalité des offres en commercialisation, et puis de comprendre l'impact en fait sur les attributions de manière globale. Voilà, j'en ai fini. Merci pour votre présentation. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser à l'intervenante. Si vous avez un retour positif également, si tout était clair de votre côté, n'hésitez pas à le dire non plus. Oui, peut-être Bien dans sûr, l'intervalle où les questions se mettent en place, moi j'aurais peut-être une précision à demander à Hélène Casilio. Je ne suis pas certaine d'avoir bien saisi la façon, mais j'ai l'impression que ce n'est pas forcément complètement clarifié, en tout cas dans votre interco, la façon dont vous allez passer de ce dispositif qui existe, que vous avez très clairement présenté, la location choisie, à la cotation. Comment est-ce que les choses vont s'articuler? Est-ce que c'est deux dispositifs qui peuvent fonctionner séparément? On pourrait finalement imaginer que d'un côté, il y a des logements qui sont mis sur des plateformes, quelles qu'elles soient, en commercialisation,
et puis que de l'autre, de toute façon, tous les demandeurs soient cotés, et ben, qu'ensuite, l'attribution de ce logement soit fonction de leur place dans la cotation. Est-ce que ça, c'est une option? Et voilà, est-ce que ça marcherait? Oui, non, pourquoi? Ça, c'est un premier questionnement. Peut-être après, j'ai une autre petite question. Oui, alors du coup, sur la cotation, alors c'est vrai que dès 2016, on a souhaité intégrer la cotation à la location active, mais parce qu'on se basait sur une grille de cotation qui était une grille iséroise et qui prônait un principe qui était complètement différent de celui de la cotation qui est imposé par la loi Elan. C'est que la grille de cotation iséroise, elle avait une sorte, enfin, elle prenait en compte à la fois les prioritaires, mais à la fois tout un, à la fois je perds mon mot. Les considérations locales, on va dire. Non, Non? l'équité. En fait, il y avait deux grands blocs, priorité et équité. Ce qui permettait du coup de donner par exemple un nombre de points important à l'ancienneté. Il n'y avait pas forcément de considération locale, puisqu'en plus, on était sur une grille départementale. Mais du coup, c'était un juste équilibre entre un bloc critères prioritaires et un bloc critères d'équité. Par contre, là, donc ça posait aucun problème Mais c'est quoi, pardon, les critères d'équité? Je suis pas Alors, sûre. je retrouve la grille, hein. On était sur de l'ancienneté et puis sur tout ce qui était hors critères prioritaires, quoi, finalement. Je l'ai plus en tête, parce que c'est un peu vieux et qu'on ne s'est pas remis. Je peux essayer de le chercher si vous voulez. Non. Enfin, aujourd'hui, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, la cotation, elle est principalement sur les critères prioritaires. Oui, tout à Oui, fait. oui, d'accord, oui. Alors, du coup, on a encore des réunions de travail avec la DHUP, avec le SNE la semaine prochaine pour préciser les choses, mais on sent bien que les critères prioritaires vont être très, très, très prépondérants. Du coup, voilà, la question sera posée dans le cadre de l'allocation active. Enfin, je ne vois pas comment on peut extraire l'allocation active de la cotation. Ce n'est pas l'idée de la loi. L'État l'autorisera, je pense, jamais. Puis c'est peut-être pas forcément ce qu'il faut faire. En tout cas, en fait, ça revient finalement à la question de l'information du demandeur, qu'elle soit dans l'allocation active ou dans le reste des attributions. C'est que le demandeur, il va avoir forcément accès à son nombre, à sa cotation. Et du coup, ça va être compliqué d'expliquer à certains demandeurs que c'est pas parce qu'il a plus de points, que son voisin a eu moins de points que lui, mais qui finalement a été logé avant lui parce qu'il a eu accès à une autre filière que lui ou qu'il souhaitait une offre qui était moins sous tension. Du coup, il y a un fort enjeu au niveau de la cotation sur l'information du demandeur et du coup sur l'acculturation des guichets, du service d'accueil et d'information pour arriver à justifier, avoir les bons arguments auprès des demandeurs. Parce qu'en plus, la cotation, la loi prévoit qu'elle soit une aide à la décision, mais en même temps, si on communique aux demandeurs, c'est un peu contradictoire. Du coup, on n'a encore pas réfléchi concrètement sur ces questions, on les a juste posées. On a juste vu qu'il allait y avoir des difficultés et qu'il fallait trouver les méthodes pour les lever. Mais la cotation, elle n'est pas tributaire de la nature de l'offre. Non, mais du coup, forcément, vu que quelqu'un qui souhaite, qui accepte un T4 dans un QPV, même s'il n'a pas beaucoup de points, il va être servi rapidement, puisque l'offre est plus détendue. Alors qu'un ménage qui souhaite un logement PMR un T2 PMR en centre-ville de Voiron est accessible. Du coup, déjà, il va avoir beaucoup de points parce qu'il va remplir les critères prioritaires. Et en plus, l'offre, elle est tellement rare qu'il ne va pas être servi rapidement. Donc, forcément, Je comprends, mais du point de vue du demandeur, des demandeurs,
ou du citoyen plus généralement, ça peut être assez compréhensible. J'accepte une offre moche et mal placée, je résume, hein, je ne décris pas les QPV. Du coup, j'ai plus de chances, et c'est d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui quand on prend n'importe quel site de petites annonces. On sait que c'est plus facile d'aller habiter au fin fond de la région Île-de-France, pour ceux qui habitent en Île-de-France, que Place des Vosges, par exemple, hein. Complètement. Et puis bon, là, du coup, en plus, la question, elle se posera moins sur la location active puisqu'on comparera des candidats sur la même offre. Donc, voilà, après, faudra voir comment on informe les demandeurs. Est-ce qu'on leur communique le nombre de points et du coup, est-ce qu'on prend tout le temps la cotation pour choisir le numéro 1 ? Ça, c'est des questions qui ne sont pas tranchées et qu'on devra se poser, en fait, c'est tout. Mais effectivement, ça sera complètement, un dispositif qui sera complètement intégré. Enfin, on retrouve ce que vous évoquez et ce qui est effectivement dans le décret pour le moment et ce pourquoi la DCF a fortement milité, qui est de dire que la cotation est un outil d'aide à la décision et c'est pas un distributeur automatique. Voilà. Bien Oui, sûr. puis peut-être que d'un point de vue un peu concret, ça veut dire qu'au lieu d'attribuer le logement au premier ménage qui aura vu l'offre, un petit travail d'objectivation qui se fait et de régulation qui se fait. Évidemment, si vous avez un seul candidat, j'imagine que la cotation n'entrera pas en ligne de compte. Donc, c'est une manière de départager des candidats comme le système de droit commun, à la différence près que c'est le ménage qui fait ce rapprochement qualitatif au lieu de le déléguer ou de le consacrer à un agent d'organisme ou de collectivité locale. Donc, la question, effectivement, c'est est-ce que c'est une cotation il faut forcément que ce soit une cotation qui intervient dans le pool des ménages qui ont fait cette demande. Oui, bien sûr. Finalement, en fait, hein, là, c'est pas le premier arrivé, premier servi, hein, quand les bailleurs quand même instruisent l'ensemble des demandes et du coup, finalement, ils se basent aussi sur les critères de priorité. Donc, ils devraient finalement s'en sortir très bien avec la cotation, qui pourrait même être un outil supplémentaire pour objectiver leur choix, hein. C'était le but complètement d'intégrer la cotation à la location active. Après, c'est vrai le fait qu'on ne puisse pas gérer complètement la grille et que les critères prioritaires soient vraiment très, très prépondérants peut faire un peu peur, mais finalement, on s'y retrouvera aussi certainement. En tout cas, on n'a pas commencé à travailler le sujet, donc on va avancer là dans les mois qui arrivent. On est dans un échange un peu libre, donc je me permets de revenir sur le sujet, pour corriger un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que finalement, c'est sûr que si on laisse les offres, peu attractives, aux seuls candidats qui ont les chances de les obtenir, d'une certaine façon, on recrée de la discrimination. C'est ça que vous voulez dire, en fait? C'est-à-dire que finalement, je suis un demandeur et je sais que, j'ai pas beaucoup de chances d'être en haut de la liste, donc je vais me diriger vers les offres les moins attractives? Oui, je sais pas. En plus, bon, forcément, sur le territoire, on a des offres moins attractives que d'autres, mais comme je vous le disais, on n'a qu'un seul QPV. L'enjeu de mixité, il est quand même relatif par rapport à d'autres territoires. Donc, je ne sais pas si ça impliquera ces stratégies vraiment affirmées des demandeurs. Peut-être qu'il y a des réactions plutôt que des questions? Parmi les auditeurs, on était une trentaine là, tout récemment. Ouais, j'attends des retours également. Je n'en vois pas encore. Si vous avez des retours, des commentaires à faire, des retours peut-être d'expérience sur vos territoires également, n'hésitez surtout pas. C'est justement le moment et c'est ce qu'on attend d'un live. Je regarde sur Vimeo également. Sur Vimeo, vous pouvez également laisser vos commentaires dans la discussion.
J'en profite peut-être sur le dialogue avec l'État. Vous avez rappelé le retrait du contingent. Pour autant, le fait de rendre le demandeur acteur, d'aller vers une démarche de type location active était présent dans la loi Allure, donc c'était un enjeu fort du législateur. Comment l'État arrive à gérer ce paradoxe quand vous l'interpellez? Je ne sais pas. En fait, ouais, c'est… Ben, comme je le disais tout à l'heure, en fait, l'État souhaiterait des éléments, en fait, voudrait savoir sur le contingent préfectoral mis en location active, quel profil les attributaires. En fait, je veux vérifier que je pense qu'il y ait des attributaires prioritaires sur son contingent. Mais le but, c'est pas ça. Donc, du coup, on n'a pas forcément cette donnée-là. Donc, c'est vrai qu'on n'arrive pas trop à comprendre où veut en venir l'État. En tout cas, dans le cadre du passage en flux, on voit bien que ça va complexifier largement. Ça risque de remettre en cause peut-être déjà le principe de la location active. Hein, et surtout, ça va complexifier son suivi, puisque au-delà de suivre la re-répartition du stock sur les bons réservataires, il faudra arriver à suivre dans le cadre de cette répartition du stock la part qui sera mise en location active. Bon, donc il faudra qu'on y travaille. Mais voilà, c'est pas, ça n'a pas l'air très fluide finalement du point de vue de l'État. Bon, pour l'instant, hein, officiellement, il n'y a pas de remise en cause du tout. Hein, il reste partie prenante, mais on sent qu'il y a des questionnements quand même. Est-ce qu'il y a eu de la part de l'État ou d'autres acteurs d'ailleurs des interrogations sur les logements qui sont dédiés à la location active, parce que c'est qu'une partie de votre parc, un quart je crois, hein. Et du coup, comment est-ce que… vous nous avez un peu éclairé sur la façon dont ils sont choisis, mais est-ce que là, vous avez pu prêter le dos à la critique et comment vous l'avez légitimé ce choix ou justifié en tout cas? Finalement, en fait, en démontrant que les échantillons étaient représentatifs, on a clairement la répartition dans les bilans annuels par commune, par exemple, par typologie, etc. Ça n'a pas été… ces bilans annuels ont permis de rassurer finalement, et on n'a pas forcément eu de demande plus précise de savoir quel logement avait été mis, pourquoi il n'avait pas été proposé, etc. Finalement, c'est même l'inverse, c'est que les guichets, les communes sont souvent plutôt contents d'annoncer que le ménage qu'ils accompagnaient depuis des années a trouvé tout seul en location active ou en commercialisation. En fait, non, ce n'est pas des freins qu'on a eu à lever. Hein. Okay. Là même, finalement, suite aux élections, il y a quand même eu un fort taux de renouvellement des équipes. Et pour l'instant, on n'a pas de questions, d'interrogations de la part des nouveaux élus. Ça semble intégré. Très bien. S'il n'y a plus de questions, peut-être qu'on va… Oui, si je regarde, il y a… rester là. Je ne sais pas, Anne-Catherine, une toute dernière question? Non, tu es… Non, mais on voit bien qu'il y a pas mal de sujets très opérationnels et concrets qui se posent là avec la gestion en flux et la cotation. Ça serait intéressant d'en rééchanger dans quelques temps sur… voilà, c'est exactement ce que je me disais. Je pense qu'il faudra un autre retour d'expérience d'ici quelques mois pour voir justement si les questions qu'on a posées lors de cette webconférence, si les difficultés qu'on a identifiées dans cette webconférence, vous les avez effectivement rencontrées au cours de cette année. Donc, pardon. Je disais en tout cas, merci beaucoup. Oui, merci à tous. Peut-être qu'on peut annoncer, alors je ne sais pas si la date est déjà calée, mais le prochain jeudi de l'habitat, qui serait, si le programme se confirme, concerné justement à la question de la cotation, hein, Anne-Catherine, c'est ça?
Et ce serait le 28 mars de mémoire, date à confirmer. Ouais, je pense qu'il faut confirmer avec Clémentine, puisqu'elle ne m'a pas communiqué la date. Donc, c'est possible que ce soit le 18 mars à confirmer. 18 mars, très bien, pardon, j'avais un 8 en tête. Très bien. Très bien. Donc, comme ça, les participants sont au courant. Je vais conclure ici. Je regarde sur Vimeo une dernière fois, on n'a pas de questions. Donc, on va pouvoir conclure. Merci aux intervenants d'avoir participé à la webconférence et aux participants également. Donc, la VOD sera disponible au courant de la semaine sur le réseau ainsi que les supports utilisés par les intervenants. On se retrouve donc, comme l'ont dit Madame Delpech et Madame Ledeuf, le 18 mars. Normalement, la date est encore à confirmer pour le prochain épisode des Jeudis de l'Habitat. Et le 9 février prochain pour une webconférence sur la mise en œuvre d'une démarche de gestion urbaine et sociale de proximité, où ce sera le territoire de Montigny-les-Corneilles qui interviendra. Donc nous vous attendons nombreux. Je vous souhaite une très bonne fin de webconférence et merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Merci, au revoir. Merci.